La femme au blazer couleur crème s'est penchée dans l'allée. Elle a arraché le petit avion de chasse des mains du garçon, puis elle l'a laissé tomber sur le sol de la cabine, comme si c'était quelque chose de sale. « Restez en classe éco, c'est votre place », a-t-elle dit. « Vous n'êtes que de la racaille qui fait semblant d'être à sa place ici. » 40 passagers l'ont entendu. Pas un seul n'a dit un mot. Le père du garçon n'a même pas levé les yeux. Il s'est juste penché, a ramassé le jouet et l'a remis dans les mains de son fils. Calme, posé, comme un homme qui avait affronté bien pire que le mépris d'une femme riche. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, ce qu'ils n'apprendraient que lorsque les roues toucheraient le sol d'une base de l'Air Force 2 heures plus tard, c'était que ce mécanicien silencieux aux bottes tachées de graisse avait un indicatif d'appel autrefois murmuré avec crainte sur 3 continents. Avant de continuer, faites-moi une faveur, mettez le nom de votre ville dans les commentaires. J'aimerais voir jusqu'où cette histoire voyage ce soir. Et si vous pensez que la valeur d'un homme ne se mesure pas à ses vêtements, abonnez-vous et restez avec moi jusqu'à la toute fin. Daniel Carter avait appris il y a longtemps que la chose la moins chère au monde était l'opinion des autres sur lui. Pourquoi? Il portait cette leçon avec lui en montant dans l'avion à l'aéroport international de Denver. Une main calleuse agrippait un sac de sport usé. L'autre tenait les petits doigts chauds de son fils de 7 ans. Ethan parlait à toute vitesse d'altitude et de poussée vectorielle, comme il le faisait toujours quand il était nerveux. Et Daniel écoutait simplement, hochant la tête, laissant le garçon combler le silence entre eux. « Papa, tu crois qu'on verra l'aile de notre siège? » « C'est possible, mon grand. Ça dépend où il nous place. J'espère qu'on sera au-dessus de l'aile. C'est la meilleure partie. On peut voir les volets bouger. » Daniel a souri, les rides autour de ses yeux se creusant. 35 ans, et il se sentait en avoir 60 la plupart des matins. Mais son fils pouvait encore lui arracher un vrai sourire sans effort. Ils avaient dépensé le reste du fonds d'urgence pour ses billets. Daniel ne l'a pas dit à Ethan. Le garçon n'avait pas besoin de savoir que son père avait pris 3 services de week-end, qu'il avait sauté des déjeuners pendant 1 mois. Tout ça pour qu'il puisse s'envoler pour la Virginie. Pour enterrer la grand-mère d'Ethan, la propre mère de Daniel, et que les seules places restantes sur le seul vol que Daniel pouvait se permettre de prendre étaient les places surclassées, achetées avec des miles qu'il économisait depuis avant que sa femme ne tombe malade. Alors non, il n'avait pas l'air d'être en classe affaires. Daniel le savait. Ses bottes de travail étaient usées jusqu'au gris. Son jean avait une ombre permanente d'huile de moteur aux genoux, qu'aucun détergent au monde ne pouvait enlever. Ses mains étaient le pire, supposait-il, aux yeux des gens qui mesuraient un homme à de telles choses. Des années passées dans des compartiments moteurs avaient incrusté la graisse si profondément dans les plis de ses articulations qu'elle faisait partie de lui, comme un tatouage qu'il n'avait jamais choisi. Il avait cessé de s'en excuser. Une hôtesse de l'air près de l'avant leur a offert un sourire poli et professionnel à leur montée à bord. Puis ses yeux ont glissé vers les bottes, vers les mains, vers le garçon serrant un F-22 en plastique tout rayé. Et le sourire a changé, très légèrement. Il est devenu plus tendu, plus prudent. Daniel avait vu ce changement 1 millier de fois. Ça ne le piquait plus. Enfin, plus vraiment. « Rangée 4 » a-t-il murmuré à Ethan, le guidant dans l'allée. « Tout à l'avant. La classe, hein? On est en classe affaires. » Le murmure d'Ethan était si fort qu'il a traversé la moitié de la cabine. En vraie classe affaires. Aussi vrai que possible, partenaire. Ils ont trouvé leur siège, 4C et 4D. 2 larges fauteuils en cuir qui coûtaient probablement plus cher au centimètre carré que tout ce que Daniel portait. Il a soulevé le sac de sport dans le compartiment supérieur, a installé Ethan près du hublot et a plié sa propre grande carcasse dans le fauteuil côté couloir. C'est à ce moment-là qu'il l'a senti. L'attention. La femme de l'autre côté de l'allée, en 4A, s'était tournée sur son siège pour les regarder. Blazer crème, une montre qui coûtait plus cher que le camion de Daniel. Des cheveux coiffés de cette manière coûteuse qui semble seulement naturelle. Elle les regardait comme on regarde quelque chose qui serait entré de la rue pour s'asseoir à votre table. Daniel a croisé son regard une demi-seconde, a hoché la tête une fois, poliment. « Bonjour ». Elle n'a pas répondu. Elle s'est juste retournée, et Daniel l'a entendu dire à l'homme à côté d'elle. Pas à voix basse, sans essayer d'être discrète. « Je suis désolé, mais cette cabine n'est pas censée être filtrée ?» L'homme a gloussé. Daniel a expiré lentement par le nez et a regardé par le hublot, par-dessus la tête de son fils. 3 ans.
3 ans qu'il avalait exactement ce genre de choses. Dans les supermarchés, aux réunions parents-professeurs, dans les salles d'attente des médecins. Et il était devenu bon à ça. Il était devenu bon à être une pierre. L'eau ne faisait que couler sur lui. Mais Ethan l'avait entendu aussi. C'était ça, avec les enfants. Ils entendaient tout. « Papa », dit doucement le garçon en tirant sur sa manche. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par filtrer? Rien, mon grand. Des trucs d'adultes. Elle est fâchée contre nous? Non, je pense qu'elle passe juste une mauvaise journée. Daniel s'est penché et a glissé une mèche de cheveux rebelle derrière l'oreille de son fils. Tu sais, parfois, tu passes une mauvaise journée et tu dis des choses que tu ne penses pas? Ethan a réfléchi à cela avec le sérieux profond d'un enfant de 7 ans. Comme quand j'ai dit à Marcus que je le détestais et qu'après j'ai pleuré? Exactement comme ça. D'accord. Ethan est retourné à son avion de chasse, le faisant rouler le long de la coudoir, imitant le grondement sourd d'un moteur dans sa gorge. « Pew, Hawk1, vous êtes autorisé à décoller. » Daniel est resté immobile un instant. Puis il a souri, un petit sourire pour lui seul, et a de nouveau regardé par le hublot. Les autres passagers sont entrés autour d'eux. Daniel les a regardés arriver, les cataloguant comme il cataloguait tout. Une vieille habitude, une qu'il avait maintenue en vie autrefois, dans une autre vie. Il ne parlait pas. L'homme d'affaires en 3B qui n'établissait de contact visuel avec personne. Le jeune couple en 5A et 5B qui se disputaient déjà à voix basse. Les 2 hôtesses de l'air qui dansaient dans l'allée. Et la femme en 4A qu'il avait déjà commencé à appeler le Blazer parce qu'il n'avait pas son nom et ne le voulait pas. Elle avait sorti un ordinateur portable. Elle tapait par petites rafales sèches. Et toutes les quelques minutes, elle jetait un coup d'œil à Daniel et Ethan avec une expression de quelqu'un qui aurait senti une odeur de pourri. Quand l'hôtesse de l'air principale est passée pour la vérification avant le vol, le Blazer l'a interpellé. « Excusez-moi, sa voix était faite pour porter. Je veux être sûr, y a-t-il un code vestimentaire pour cette cabine? Ou une politique de comportement? Parce que l'enfant fait du bruit depuis que nous sommes montés à bord, et j'ai une présentation à préparer. » L'hôtesse, son badge indiquait Rachel, a jeté un coup d'œil à Ethan. À ce moment précis, il était assis parfaitement immobile, les mains jointes sur ses genoux, regardant les adultes avec de grands yeux anxieux. « Il me semble plutôt calme, madame, » a dit Rachel prudemment. Eh bien, il ne l'était pas. Et franchement, le Blazer a baissé la voix. Mais pas assez. Jamais assez. Je ne suis pas sûr qu'il soit dans la bonne cabine. Les gens font ça, vous savez. Ils se faufilent ici quand personne ne vérifie. Daniel sentit la chaleur monter dans sa nuque. Pas pour lui, pour le garçon. Il a gardé les yeux droits devant et sa voix égale. Nous sommes aux bonnes places, madame. Achetez et payez. J'ai la confirmation ici si vous voulez la voir. Il a commencé à chercher son téléphone. Je ne vous parle pas, a sèchement répliqué le Blazer. La cabine est devenue silencieuse. Ce genre de silence particulier où tout le monde écoute en faisant semblant de ne pas le faire. Rachel, l'hôtesse de l'air, semblait profondément mal à l'aise. « Monsieur, vos cartes d'embarquement sont en règle. Il n'y a aucun problème. Madame, si vous pouviez juste... J'aimerais être déplacé, a dit le Blazer. Y a-t-il un autre siège? Je préférerais vraiment ne pas passer 2h30 à côté de... Ça. Elle a fait un geste vers Daniel, vers son fils, vers ses bottes et ses mains, et tout ce qu'elle avait déjà décidé à son sujet. Et le petit Ethan, qui était resté si immobile, qui avait tant essayé d'être sage, n'a finalement plus pu se retenir. « Mon papa n'est pas un ça », a-t-il dit. Sa voix s'est brisée en plein milieu. « C'est mon papa ». Quelque chose s'est tordu dans la poitrine de Daniel, vif et brûlant. Le Blazer a levé les yeux au ciel. Merveilleux. Maintenant, c'est une scène. « Hey !» Daniel s'est tourné sur son siège. Il n'a pas élevé la voix. Il avait appris il y a longtemps que les hommes qui élevaient la voix étaient ceux qui avaient déjà perdu le contrôle. « Vous pouvez dire ce que vous voulez de moi. J'ai tout entendu. Et pire encore, croyez-moi. Mais vous ne parlez pas de mon fils comme s'il n'était pas juste là. Il a 7 ans, il entend chaque mot. Pendant une seconde, juste une seconde, quelque chose a vacillé sur le visage du Blazer. Puis ça a disparu, masqué par ce mépris cassant. Si vous ne pouvez pas le contrôler, peut-être que vous n'auriez pas dû l'amener. Elle a retourné l'avion de chasse avec un doigt manucuré là où il était posé sur l'accoudoir entre les sièges, puis l'a fait tomber d'un coup sec. Il a dégringolé de l'accoudoir et a atterri bruyamment sur le sol de l'allée. Et peut-être laisser les jouets à la maison la prochaine fois. Ce n'est pas une garderie.
La lèvre inférieure d'Ethan a tremblé. Il a baissé les yeux sur son avion, gisant sur le sol de la cabine. Le jouet qu'il avait reçu pour son 6e anniversaire. Celui avec lequel il dormait. Celui qu'il avait nommé d'après un indicatif d'appel dont il ne savait même pas qu'il était réel. Et ses yeux se sont remplis de larmes. Daniel a détaché sa ceinture de sécurité. Toute la cabine semblait se pencher. Mais il n'a pas fait ce qu'ils attendaient. Il n'a pas crié. Il n'a pas attrapé le bras de la femme. Il s'est simplement levé, s'est penché dans l'allée et a ramassé le jouet de son fils. Il l'a retourné dans ses grandes mains tachées de graisse, vérifiant s'il était endommagé, comme un homme vérifie quelque chose de précieux. Puis il s'est rassis, s'est penché vers Ethan et a délicatement reposé l'avion sur les genoux du garçon. « Voilà mon grand. Pas de mal. Hawk vole toujours. » Ethan a jeté ses bras autour du cou de son père et a enfoui son visage dans son épaule. Et Daniel, par-dessus la tête de son fils, a regardé la femme au blazer crème avec une expression si calme, si complètement imperturbable, qu'elle a semblé la déstabiliser plus que n'importe quel cri n'aurait pu le faire. « Vous devriez savoir, a-t-il dit doucement, juste pour elle, que la pire chose qu'un enfant puisse apprendre, c'est qu'il y a des gens dans ce monde qui décideront qui il est avant de savoir une seule chose vraie sur lui. J'ai passé 3 ans à essayer d'apprendre à mon fils que ces gens ont tort. » Il a fait une pause. « Merci pour la démonstration. » Le blazer a ouvert la bouche, l'a refermée, s'est retourné vers son ordinateur portable avec 2 taches rouges brûlant sur ses joues. Et quelques rangées plus loin, quelqu'un a marmonné. Cette dame a dépassé les bornes. Mais personne ne le lui a dit en face. Il ne le faisait jamais. Le moteur a vrombé. L'avion a reculé de la porte d'embarquement, a roulé sur le tarmac et s'est envolé dans un ciel bleu dur du Colorado. Pendant un moment, Ethan a regardé le monde s'éloigner sous l'aile, le nez collé à la vitre. Ses larmes précédentes, oubliées comme seules les larmes d'un enfant peuvent l'être. Il a montré des rivières, des autoroutes et les minuscules voitures jouaient loin en dessous. « Papa, regarde comme tout est petit. C'est vrai. Est-ce que ça ressemblait à ça quand tu... » Ethan s'est arrêté. Il a jeté un coup d'œil de côté à son père, puis est retourné à la fenêtre. « Laisse tomber. » Daniel l'a regardé. « Quand je crois, mon grand, rien. » Mais les joues du garçon étaient devenues roses. Il a serré un peu plus fort son avion de chasse. Daniel savait ce que son fils avait failli demander. « Est-ce que ça ressemblait à ça quand tu volais ?» Ethan posait des variantes de cette question depuis 1 an maintenant. Depuis qu'il avait trouvé la photographie, celle que Daniel gardait au fond d'un tiroir, sous les chaussettes, là où il n'avait pas à la regarder. Un Daniel plus jeune en combinaison de vol, casque sous le bras, debout devant une machine qui semblait avoir été sculptée dans le ciel lui-même. Ethan l'avait trouvé en cherchant son crampon de foot perdu. Il l'avait apporté à la cuisine, la tenant comme un objet sacré. « Papa, c'est toi ?» Daniel lui avait dit une demi-vérité. « C'était il y a longtemps, mon grand, avant toi. » Et il avait pris la photo, l'avait remise dans le tiroir, et il n'en avait plus parlé depuis. La vérité était une chose plus lourde, et Daniel n'avait pas trouvé comment la confier à un enfant de 7 ans. La vérité, c'est qu'il y avait eu un temps où des hommes qu'il n'avait jamais rencontrés connaissaient son nom, où son indicatif d'appel circulait dans les salles de briefing comme une légende, où les choses qu'il pouvait faire dans le cockpit d'un F-22 Raptor n'étaient pas enseignées parce que n'importe qui pouvait les apprendre, mais parce que les jeunes pilotes avaient besoin de voir à quoi ressemblait la limite du possible. La vérité, c'est qu'il avait été le meilleur. Vraiment, sans exagération, l'un des meilleurs à avoir jamais pris les commandes de cet avion. Et puis Sarah est tombée malade. La mâchoire de Daniel s'est crispée. Il a tourné son visage vers l'allée pour qu'Ethan ne le voie pas. Stade 3, quand ils l'ont découvert. Le temps que les médecins finissent de prononcer le mot « agressif », il parlait déjà de mois au lieu d'années. Et le Major Daniel Carter, Hawk, l'homme qui n'avait jamais reculé devant un problème qu'il ne pouvait pas survoler, s'était tenu dans un couloir d'hôpital et avait compris pour la première fois de sa vie qu'il y avait une sorte de guerre qu'il ne pouvait pas gagner. Alors, il avait cessé d'essayer de la gagner. Il avait commencé à essayer d'être présent pour elle à la place. Il a remis sa démission 3 semaines après le diagnostic. Son commandant, le colonel Briggs, s'était assis en face de lui et avait dit « Carter, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Nous pouvons vous obtenir un congé pour raisons familiales. Nous pouvons trouver une solution. L'Air Force prend soin des siens. » Et Daniel avait répondu « Monsieur, ma femme est en train de mourir et mon fils a 4 ans.
Il n'y a qu'un seul endroit où je dois être, et ce n'est pas dans un cockpit. Briggs n'avait pas discuté. Il s'était juste levé, avait contourné le bureau et avait serré la main de Daniel comme si c'était la dernière fois qu'il le verrait. Ce fut presque le cas. Sarah a tenu 14 mois, assez longtemps pour que Daniel apprenne à tresser les cheveux de la poupée qu'Ethan devait garder. Assez longtemps pour qu'il apprenne à faire le sandwich au fromage grillé qu'elle aimait. Assez longtemps pour qu'il apprenne à dormir sur une chaise à côté d'un lit d'hôpital. Assez longtemps pour qu'elle lui fasse promettre, serrant sa main avec le peu de force qui lui restait, qu'il ne laisserait pas sa mort le transformer en fantôme. Qu'il vivrait, qu'il laisserait Ethan avoir un père entier, pas la moitié d'un. Promets-moi que tu ne disparaîtras pas là-dedans, Danny. Je te le promets. Elle est morte un mardi d'octobre, avec les feuilles qui tombaient dehors. Daniel Carter, qui avait piloté l'avion de chasse le plus avancé de la planète, est rentré chez lui, a enlevé son uniforme et a trouvé un travail dans un garage de transmission, parce que c'était à 3 rues de l'école maternelle d'Ethan, et les horaires étaient stables. Et un enfant de 4 ans avait plus besoin de son père à la maison pour le dîner que le monde n'avait besoin d'un autre pilote de chasse. Il ne l'avait jamais regretté. Pas quand l'argent se faisait rare. Pas quand les autres pères à la petite ligue regardaient ses mains tachées d'huile. Pas quand des femmes en blazer crème décidaient qu'il était de la racaille avant même qu'il n'ait dit un seul mot. Parce que chaque soir, il rentrait à la maison, et un garçon se jetait à travers le salon en criant « Papa !» comme si Daniel était la meilleure chose qui soit jamais arrivée. Et ça valait plus que toutes les médailles qu'il avait laissées dans une boîte au grenier. « Papa !» La voix d'Ethan l'a ramené à la réalité. « Oui, mon grand. Cette dame. » Le garçon était calme maintenant, grattant le bord de son avion de chasse. « Elle a dit que tu étais de la racaille. » Et cet homme a ri. Daniel s'est tourné et a regardé son fils. Vraiment regardé. Le gamin avait les yeux de Sarah, ce brun chaud et interrogateur. Et en ce moment, ses yeux essayaient de comprendre quelque chose de bien trop grand pour eux. Elle a dit ça, a convenu Daniel. Il ne mentait jamais à son garçon. Et ce n'était pas gentil de sa part. Est-ce que c'est vrai? La question a atterri comme un coup de poing. Non, a dit Daniel, sans aucune hésitation. Rien de joué, juste une certitude absolue. Ce n'est pas vrai, pas même un tout petit peu. Mais comment tu sais? Elle est riche. Elle a un ordinateur chic et une montre chic. Mon grand. Daniel s'est penché et a pris la petite main de son fils dans la sienne, énorme et abîmée. Tu vois ses mains? Ethan les a regardées, a hoché lentement la tête. Ses mains sont sales, parce qu'elles ont été occupées. Tu me comprends? Chaque trace de graisse ici vient de la réparation de quelque chose que quelqu'un avait besoin de faire réparer. Une maman qui avait besoin que sa voiture fonctionne pour pouvoir emmener ses propres enfants à l'école. Un vieil homme dont le camion est tombé en panne et qui ne pouvait pas se payer le concessionnaire. Ses mains ont été utiles, Ethan. La voix de Daniel était rauque maintenant, basse. Les mains d'un homme qui se salissent signifient simplement qu'elles ont pris soin de quelqu'un. Il n'y a aucune honte à cela. C'est le contraire de la honte. Ethan fixait la main de son père dans la sienne. Alors, quand quelqu'un regarde les vêtements d'un homme, ou ses mains, ou combien d'argent il a, et décide sur le champ quel genre de personne il est, ils ne te disent pas la vérité sur lui. Daniel a serré doucement. Ils te disent la vérité sur eux-mêmes. Tu m'entends? Je t'entends, a murmuré Ethan. Tu te souviendras de ça longtemps après que je sois parti. Tu te souviendras de cette seule chose que ton papa t'a dite. Le monde entier essaiera de t'apprendre à mesurer les gens avec les mauvaises choses. Ne le fais pas. Tu les mesures par ce qu'ils font, par ceux dont ils prennent soin. C'est tout. C'est toute la liste. Ethan est resté silencieux un moment. Puis il est à moitié sorti de son siège et s'est blotti contre son père. Daniel a passé un bras autour de lui et l'a serré fort. De l'autre côté de l'allée, la femme au blazer crème était devenue très immobile devant son ordinateur portable. Elle ne tapait plus. Elle regardait le dossier du siège devant elle. Les 2 taches rouges avaient disparu de ses joues, et sa mâchoire était serrée d'une manière qui suggérait qu'elle avait entendu chaque mot et ne savait pas trop quoi en faire. Elle ne s'est pas excusée. Les gens comme ça ne le font presque jamais. Pas tout de suite. La fierté est une chose difficile à abandonner quand on l'a portée longtemps, mais elle ne les a plus regardés avec mépris non plus. Pendant le reste de cette première heure, elle est simplement restée assise là, tapant par rafales de plus en plus courtes, jusqu'à ce qu'elle cesse complètement de taper et se contente de regarder par son propre hublot les nuages qui défilaient sous l'aile. Peut-être qu'elle pensait à sa présentation, ou peut-être, et Daniel ne le saurait jamais avec certitude,
Peut-être qu'elle pensait à ses propres mains. À quoi elles avaient bien pu servir, et à ce que cela pouvait signifier qu'un homme qu'elle avait traité de racaille venait d'apprendre à son fils plus sur la dignité en 30 secondes qu'elle n'en avait appris en 50 ans. Le vol s'est installé dans son rythme. Les chariots de boissons ont roulé. Le signal de la ceinture de sécurité s'est éteint. Quelque part derrière eux, un bébé a pleuré puis s'est calmé. Ethan, épuisé par le réveil matinal, les pleurs et l'immensité de tout, s'est endormi contre le bras de son père. Le F-22 en jouait, toujours serré dans ses deux petites mains. Daniel n'a pas dormi. Il ne le pouvait plus dans les avions. Trop d'années à être celui qui était responsable de maintenir l'engin en l'air. Alors il est resté assis là, immobile, laissant le poids de son fils reposer contre lui. Son bras engourdi depuis longtemps, sans que cela ne le dérange le moins du monde. Et il a regardé les nuages passer. Il a pensé à sa mère, dans son cercueil en Virginie, qui avait tenu Ethan nouveau-né, et l'avait appelé son petit aviateur. Il a pensé à Sarah et à la promesse. Il a pensé à l'argent, au camion qui avait besoin d'un nouvel alternateur. Et s'il pourrait prendre un autre service le samedi à leur retour sans manquer le match de foot d'Ethan. Il n'a pas pensé, pas une seule fois, au fait qu'il avait été l'un des meilleurs pilotes de chasse que son pays ait jamais produit. Cette partie de sa vie était une porte fermée. Il l'avait fermée lui-même, exprès, et il n'avait aucune intention de la rouvrir. Il n'avait aucune idée que dans un peu moins d'une heure, un voyant d'avertissement qu'il ne pouvait pas voir allait clignoter dans le cockpit devant lui. Il n'avait aucune idée que les pilotes à l'avant étaient sur le point d'entamer une conversation calme et prudente sur la pression hydraulique et la piste d'atterrissage appropriée la plus proche. Il n'avait aucune idée que la piste d'atterrissage appropriée la plus proche appartenait à une base de l'Air Force des États-Unis. Une base où si un homme entrait dans le bon hangar et disait la bonne chose sur un moteur à turbine à portée de voix du mauvais jeune pilote, toute l'architecture soignée de sa vie anonyme, paisible et durement gagnée, allait s'effondrer autour de lui. Pour l'instant, Daniel Carter tenait juste son fils endormi et regardait le ciel qu'il possédait autrefois glissé par le hublot. Et il laissait le monde croire ce qu'il voulait croire sur la racaille du siège 4C. Il avait porté des choses plus lourdes que leur mépris. Il porterait ça encore un peu. Récit émotionnel orchestré, avec un rythme soutenu par les dialogues et des mini-apogées stratégiques. Récit émotionnel orchestré, avec un rythme soutenu par les dialogues et des mini-apogées stratégiques. Le silence du Blazer n'a pas duré. Les gens comme elle ne peuvent jamais rester longtemps avec quelque chose qui les fait se sentir petits. 40 minutes après le début du vol, quelque part au-dessus des plaines brunes et plates du Kansas, elle a refermé son ordinateur portable d'un coup sec, s'est tournée sur son siège et a projeté sa voix de l'autre côté de l'allée, comme si elle tirait un coup de feu. « Vous pouvez arrêter votre numéro maintenant. » Le garçon dort. Il n'y a pas de public. Daniel n'a pas tourné la tête. Ce n'était pas un numéro, madame. Ce petit discours sur les mains sales, très émouvant. Vous l'avez répété? Non. Il a gardé les yeux sur le dossier du siège devant lui, le poids de son fils chaud contre son bras. Je le dis chaque fois qu'il a besoin de l'entendre. C'est la seule répétition qui existe. Elle a fait un petit bruit par le nez, quelque chose entre un rire et un ricanement. J'ai rencontré une centaine d'hommes comme vous. Vous portez les temps difficiles comme une médaille. Pauvre et fier, comme si lutter vous rendait noble. Je n'ai pas dit que ça me rendait noble. Maintenant, il l'a regardé, lentement et calmement. J'ai dit que ça me salissait les mains. Ce sont deux choses différentes. C'est vous qui avez sauté de l'une à l'autre. Ça a fait mouche. Il l'a vu. Sa bouche s'est crispée, et pendant une seconde, le mépris étudié a glissé. Quelque chose de plus rare est apparu en dessous, quelque chose qui ressemblait presque à une personne. Puis elle a reconstruit le mur. Que faites-vous exactement? Je répare des carburateurs. Des transmissions surtout. Les carburateurs ont presque disparu maintenant. Les voitures fonctionnent avec des ordinateurs de nos jours. Il l'a dit sans animosité, comme s'il corrigeait juste un fait. Mais je répare tout ce qui entre dans le garage. Frames, alternateurs, tout ce dont une personne a besoin pour aller travailler le lendemain matin. Vie fascinante. Ça paye ses chaussures. Daniel a baissé les yeux sur son fils endormi. Et ses chaussures sont la seule chose dans tout cet avion qui m'importe vraiment. Alors oui, assez fascinant pour moi. L'homme à côté d'elle, celui qui avait gloussé plus tôt, s'est penché et a murmuré quelque chose. Elle l'a repoussé d'un geste de la main sans le regarder. Elle n'avait pas fini. Elle avait l'air de quelqu'un qui ne supportait pas de perdre une dispute.
Même une que personne n'avait demandé à commencer. Même une avec un homme qu'elle avait déjà décidé être inférieur à elle. « Vous savez quel est votre problème ?» a-t-elle dit. « J'en ai toute une liste, madame. Lequel abordons-nous ?» Un passager 2 rangées plus loin a éclaté de rire et a essayé de le couvrir avec une toux. Les yeux du blazer ont lancé des éclairs. « Votre problème, c'est que vous avez fait la paix avec la médiocrité et que vous l'avez déguisée en vertu. Vous êtes assis là dans vos bottes sales et vous dites à cet enfant que l'argent n'a pas d'importance et que le travail acharné suffit. C'est un mensonge. Et un jour, il apprendra que c'est un mensonge et il vous en voudra pour ça. » Les mots ont flotté dans l'air recyclé. Et Daniel Carter, qui avait enterré une femme, qui s'envolait pour enterrer une mère, qui n'avait pas dormi plus de 5 heures par nuit en 3 ans, a senti le calme en lui devenir très, très silencieux. Pas en colère, silencieux. Le genre de silence qui s'installait sur lui à 40 000 pieds, juste avant que tout ne se décide. « Mon fils, a-t-il dit doucement, va apprendre beaucoup de choses. Certaines vont lui faire mal. C'est la vie, et je ne peux pas le protéger de tout, même si j'aimerais bien. » Il a fait une pause. « Mais la seule chose qu'il n'apprendra jamais de moi, c'est que la valeur d'une personne vient de son compte en banque. C'est que j'ai connu des hommes qui avaient tout et qui ne valaient pas l'air qu'ils respiraient. Et j'ai connu des hommes qui n'avaient rien et que j'aurais suivis jusqu'aux portes de l'enfer. Et j'en ai enterré certains. » Le blazer a cligné des yeux. « Vous ne savez pas une seule chose vraie sur moi, » a poursuivi Daniel, et sa voix n'a jamais monté, jamais craqué. Elle est restée aussi stable qu'une respiration retenue. Ni où j'ai été, ni ce que j'ai fait, ni ce que j'ai perdu. Vous avez jeté un coup d'œil à mes mains, et vous avez écrit toute l'histoire. Et madame, l'histoire que vous avez écrite n'est même pas proche de la vérité. Il s'est retourné pour faire face à l'avant. Maintenant, je vous serai reconnaissant de laisser mon garçon dormir. Il a pleuré ce matin à cause de vous. Il n'a pas besoin de se réveiller pour un 2e round. Pendant un long moment, elle n'a rien dit. Puis, très doucement, presque pour elle-même, « Qu'avez-vous perdu ?» Mais Daniel n'a pas répondu. Il avait déjà refermé la porte. Et la question est restée là, en suspens dans l'air entre eux, sans réponse. Tandis que l'avion vrombissait vers l'est et que la femme au blazer crème se retournait lentement vers sa fenêtre, avec quelque chose qui travaillait derrière ses yeux, qui n'était pas là 1 heure plus tôt. Ethan s'est agité contre le bras de son père. « Papa ?» Le mot est sorti cotonneux de sommeil. « On est arrivé ?»« Pas encore, mon grand. Rendors-toi. Tu parlais à la dame ?» Daniel a hésité. Juste un peu. Elle était encore méchante? Elle posait juste des questions, partenaire. Les gens posent des questions quand ils ne comprennent pas quelque chose. Ce n'est rien. Ethan s'est frotté les yeux avec le dos d'un petit poing et s'est redressé un peu, clignant des yeux autour de la cabine, comme s'il vérifiait que le monde était toujours là où il l'avait laissé. Son avion de chasse avait glissé entre sa jambe et l'accoudoir. Il l'a repêché et l'a tenu à la lumière. « Papa, je peux te poser une question ?»« Toujours. La photo que j'ai trouvée. Celle de toi. » La voix du garçon a baissé, comme elle le faisait quand il savait qu'il s'approchait du bord de quelque chose. Dans le tiroir sous les chaussettes. Daniel est resté immobile. « Tu as dit que c'était il y a longtemps, avant moi. » Ethan a retourné l'avion de chasse dans ses mains, sans regarder son père. « Mais c'est le même avion. Celui que j'ai dans la main. C'est exactement le même. Il y a beaucoup de ces avions, mon grand. » Non. Ethan l'a dit avec la certitude absolue d'un enfant qui a mémorisé quelque chose de tout son cœur. « J'ai compté les trucs sur l'aile sur la photo et sur mon jouet. Ce sont les mêmes. C'est le même avion, papa. Tu étais debout à côté. Tu avais un casque. » Daniel a laissé échapper un lent soupir. Il savait que cette conversation allait arriver. Il le savait depuis le jour où le garçon était sorti de la chambre en tenant cette photo comme si elle était en verre. Il l'avait repoussée, encore et encore. Il s'était dit qu'Ethan était trop jeune. Il s'était dit qu'il y aurait un meilleur moment, un meilleur endroit que 30 000 pieds au-dessus du Kansas, avec une étrangère en blazer crème faisant semblant de ne pas écouter à 2 mètres de là. Mais son fils le regardait maintenant. Ses yeux bruns, les yeux de Sarah. Et Daniel Carter avait fait de très nombreuses promesses dans sa vie. Et l'une des plus anciennes, l'une des plus vraies, était qu'il ne mentirait jamais, jamais à ce garçon. « Oui, a-t-il dit doucement, c'est le même avion. » Le corps entier d'Ethan s'est raidi. « Tu l'as piloté. Je l'ai piloté. Tu l'as piloté. » La voix du garçon a grimpé d'une octave, et il a plaqué une main sur sa propre bouche, les yeux énormes. Puis, dans un murmure qui était en quelque sorte plus fort qu'un cri, « Papa, tu as piloté un F-22 Raptor. »
Pendant longtemps avant ta naissance et un peu après, Daniel a gardé sa voix basse, douce, essayant de ramener le garçon sur terre alors que le garçon essayait clairement de s'envoler. C'était mon travail dans l'Air Force. Tu étais dans l'Air Force. J'y étais. Ethan a baissé les yeux sur son jouet, a relevé les yeux vers son père, a regardé les mains tachées de graisse, puis le visage de son père, puis de nouveau les mains, comme s'il essayait d'assembler deux images qui ne semblaient pas appartenir au même cadre. « Mais tu répares des voitures », a-t-il dit. Pas une accusation, juste un enfant de 7 ans essayant de donner un sens à l'univers. Si tu pouvais piloter ça, pourquoi tu répares des voitures? Et voilà, la vraie question, celle que Daniel redoutait. Non pas parce qu'il n'avait pas de réponse, mais parce qu'il en avait une. Et c'était la chose la plus vraie qu'il connaissait. Et il n'était pas sûr que son garçon soit assez grand pour la porter. Il a décidé de lui faire confiance quand même. « Assieds-toi ici une seconde. » Daniel s'est déplacé, se tournant pour pouvoir regarder son fils en face. « Je vais te dire quelque chose que je ne t'ai pas encore dit, parce que je pensais que tu étais trop petit. Mais je pense que peut-être tu n'es plus trop petit. Tu penses que tu peux gérer une réponse de grand? » Ethan a hoché la tête si fort que ses cheveux ont rebondi. Quand ta maman est tombée malade, la voix de Daniel s'est légèrement étranglée, juste le temps d'un battement de cœur, et il l'a stabilisée. Quand maman est tombée malade, les médecins m'ont dit qu'elle n'allait pas guérir, et j'ai eu un choix à faire. Je pouvais continuer à voler, ce qui signifiait être parti des mois d'affilée, parfois sur des bases lointaines. Je rentrais, je repartais. C'est le travail. Il dévore toute ta vie, et tu le laisses faire parce que tu l'aimes et parce que quelqu'un doit le faire. Il a dégluti. Où je pouvais rentrer pour de bon et être là chaque jour qui lui restait, et chaque jour après, avec toi. Ethan était très, très immobile maintenant. Il n'y avait pas de débat, mon grand. Aucun, à la seconde où j'ai dû choisir entre le ciel et vous deux. Daniel a secoué lentement la tête. Il n'y avait pas de choix. Il n'y avait que toi. Il n'y a toujours eu que toi. Tu as abandonné, a murmuré Ethan. Le pilotage. Tu as abandonné pour moi. Pour toi et pour maman. Oui. Daniel a tendu la main et a pris le petit visage de son fils dans sa main énorme et abîmée. Et je veux que tu m'écoutes bien maintenant, Ethan. Parce que c'est la partie importante. Je le referai 1000 fois, 10 000 fois. Si Dieu descendait dans cette allée maintenant et disait « Daniel, tu peux ravoir le ciel. Tu peux tout ravoir. La vitesse, les médailles et ton nom dans chaque salle de briefing du pays. Mais tu dois abandonner ton garçon. » Je lui dirais non si vite que ça lui ferait tourner la tête. Une larme a glissé sur la joue d'Ethan. Il ne l'a pas essuyée. « Tu n'es pas une chose dans un tiroir, mon grand, » a dit Daniel. Tu es la raison pour laquelle le tiroir est même fermé. Pendant un moment, le garçon l'a juste regardé. Puis il s'est jeté par-dessus la coudoir et a enroulé ses 2 bras autour du cou de son père. Il l'a serré si fort que Daniel pouvait sentir le petit battement frénétique de son cœur. « Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, partenaire. Plus que le ciel, plus que tout ce qui a jamais volé. » Et de l'autre côté de l'allée, la femme au blazer crème pleurait. Elle ne faisait aucun bruit. Elle avait une main plaquée contre sa bouche et regardait par la fenêtre, fixant le vide, le néant blanc des nuages. Et les larmes coulaient en silence sur son visage, tombaient de sa mâchoire, et elle ne les essuyait pas non plus. L'homme à côté d'elle l'a remarqué et a commencé à dire quelque chose. Elle a secoué la tête une fois, fermement, et il s'est arrêté. Elle avait demandé à l'homme ce qu'il avait perdu. Et sans le vouloir, il venait de le lui dire. Pas à elle. Il l'avait dit à son fils, mais elle avait entendu chaque mot. Et quelque part en l'entendant, le mépris soigné sur lequel elle avait construit toute sa matinée s'était simplement défait entre ses mains, comme du papier mouillé. Elle ne s'est pas excusée. Pas encore. Elle n'était pas prête, et Daniel ne regardait pas. Et le moment appartenait à un père et à un garçon, et non à elle. Mais quelque chose en elle avait changé, et elle le savait. Et ça lui faisait un peu peur. Dans le cockpit, une lumière s'est allumée. Personne dans la cabine ne l'a vue. C'était une petite lumière ambrée sur un panneau à l'avant de la cloison, où aucun passager ne pouvait la voir. Le commandant de bord l'a vue avant le copilote et a dit un mot doucement qui n'était pas une malédiction, mais qui s'en approchait. « Hein ?» Le copilote a suivi son regard. « Système hydraulique 2, la pression chute. » Le commandant a tapoté la jauge avec un doigt, comme les pilotes tapotent les jauges depuis l'aube de l'aviation, comme si un tapotement pouvait la convaincre de mentir. L'aiguille n'a pas menti. Lentement, mais ça chute. Ça pourrait être le capteur.
Ça pourrait. Le commandant n'avait pas l'air d'y croire. Il volait depuis 22 ans et il avait appris à respecter les petites lumières ambrées plus que les grandes rouges. Parce que les grandes rouges étaient honnêtes et que les petites ambrées étaient celles qui vous prenaient par surprise. Sors la carte. Qu'est-ce qu'on a par ici? Qu'est-ce qui est proche? Le copilote la sortait déjà. Pas grand-chose. On est entre tout. Wichita est derrière nous. Kansas City encore un peu loin devant. Il s'est arrêté, a froncé les sourcils en regardant l'écran. Il y a un terrain militaire plus proche que les deux. McConnell, on dirait... Non? Attends. Ce n'est pas... Celui-ci n'est pas sur la carte commerciale. Air Force. Air Force. Le commandant est resté silencieux une seconde. L'aiguille a encore baissé d'un cheveu. Mets-moi en ligne avec le régulateur, a-t-il dit. Et trouve-moi celui qui dirige ce terrain. Je ne vais pas traverser 200 miles de plus de rien sur un seul système hydraulique et une prière. Il a activé son micro. Et dit à l'équipage de cabine de se préparer, gentiment et calmement. Pas de drame. Je ne veux pas qu'un seul passager sache qu'il y a un problème avant que je décide qu'ils doivent le savoir. De retour dans la cabine, Daniel Carter l'a senti avant de l'entendre. Ce n'était rien que quelqu'un d'autre aurait remarqué. Un changement dans le son du moteur, faible. Le genre de choses que l'on ne remarque que si l'on a passé 10 000 heures à écouter les machines vous dire la vérité sur elles-mêmes. Un petit ajustement de l'assiette, le nez piquant d'un degré qu'aucun instrument dans la cabine n'enregistrerait, mais que son corps, son vieux corps de pilote, a enregistré comme une main sur son épaule. Il s'est redressé. Ethan, toujours blotti contre lui, a senti toute la posture de son père changer. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Rien, mon grand, » a dit Daniel automatiquement. Mais il écoutait maintenant. Vraiment écoutait. La tête légèrement inclinée, les yeux devenus distants et vifs à la fois. Probablement rien. Mais il a compté. Vieille habitude. Il a compté les secondes entre les petits bruits, et il a senti la descente commencer. 12 contrôlés, rien qu'un passager normal ne remarquerait. Et il savait, comme il connaissait son propre nom, qu'il était trop tôt et trop progressif pour être une descente normale vers leur destination prévue. Ils allaient atterrir quelque part où ils n'avaient pas prévu d'aller. Le signal de la ceinture de sécurité s'est allumé. Mais la voix d'une hôtesse de l'air est venue par les haut-parleurs, douce comme du verre, ne trahissant rien. « Mesdames et messieurs, le commandant de bord a allumé le signal de la ceinture de sécurité. Nous allons demander à tout le monde de retourner à son siège et d'attacher sa ceinture de sécurité. Rien d'inquiétant, juste une petite routine. Nous aurons plus d'informations pour vous sous peu. Merci. Rien d'inquiétant. » Daniel a presque souri. Il avait dit ces mots exacts lui-même, dans un uniforme différent, dans un autre type d'avion. Des jours qui se sont avérés bien plus inquiétants que cela. Il connaissait cette nuance particulière de calme dans une voix. Il l'avait portée. Il s'est penché et a resserré la ceinture de sécurité d'Ethan d'une main ferme. Ceinture bien serrée maintenant, partenaire. Comme on a répété. On atterrit? On dirait qu'on va atterrir quelque part, oui. Daniel a gardé sa voix facile, légère. Ce n'est peut-être pas là où le billet le dit. Parfois, les avions font ça. Ils trouvent un endroit plus proche pour se poser et jeter un œil aux choses. Les yeux d'Ethan étaient grands ouverts, mais pas encore effrayés. Il faisait plus confiance au visage de son père qu'à sa propre peur. Et le visage de son père était calme. « Il est cassé, l'avion? Peut-être un peu. » Daniel ne lui mentait jamais. « Mais tu veux connaître un secret sur les avions, mon grand? Ils sont construits pour que même quand un petit quelque chose casse, tout l'engin continue de voler très bien. Ils ont des systèmes de secours pour les systèmes de secours. Celui qui pilote cet avion va nous poser doux comme une plume. Tu vas voir. » De l'autre côté de l'allée, le blazer avait entendu le calme dans l'annonce et avait lu à travers, comme le font les voyageurs fréquents. Son visage était devenu pâle sous les larmes qui avaient séché dessus. Ses jointures étaient blanches sur les accoudoirs. « Ce n'est pas une routine », a-t-elle dit à personne, à elle-même. Il n'allume pas le signal comme ça pour une routine. Et puis, avant que Daniel ne puisse se retenir, avant même qu'il ne décide de le faire, il s'est penché de l'autre côté de l'allée et lui a parlé. Pas parce qu'elle le méritait, parce qu'elle avait peur. Et il était constitutionnellement incapable de laisser une personne effrayée dans sa peur s'il avait quelque chose de vrai à lui donner. Hey, sa voix était basse, stable, destinée uniquement à elle. Écoutez-moi. La descente est douce. Vous sentez ça? Très douce, contrôlée. Personne ne se bat avec cet avion là-haut. Quoi qu'il se passe, ils ont le temps et ils maîtrisent la situation. Sinon,
On descendrait beaucoup plus vite et vous le sauriez. Il a tenu son regard. Respirez. Tout va bien. Votre travail en ce moment, c'est juste de respirer et de garder votre ceinture attachée. Vous pouvez faire ça pour moi. Elle l'a regardé fixement. L'homme qu'elle avait traité de racaille. L'homme qu'elle avait qualifié de médiocre. L'homme dont elle avait fait pleurer le fils. Qui était maintenant la seule chose calme dans tout son champ de vision, se penchant de l'autre côté de l'allée pour la calmer d'une peur sur laquelle elle était montée toute seule. « Comment ?» Sa voix a tremblé. « Comment savez-vous que c'est doux? Comment pouvez-vous savoir ça ?» Daniel a tenu son regard un instant de plus qu'il n'aurait dû. Et quelque chose a vacillé derrière ses yeux. Quelque chose de vieux. Quelque chose qu'il avait passé 3 ans et 1000 insultes ravalées à garder enfermé derrière une porte fermée au fond de lui-même. « Disons simplement, a-t-il dit doucement, que j'ai été à l'avant de quelques-uns de ces engins avant. » Il s'est rassis, a resserré sa propre ceinture, a mis son bras autour de son fils. Le blazer continuait de fixer le côté de son visage. Les pièces tournaient dans son esprit. Lente, refusant de correspondre à l'histoire qu'elle avait écrite, en exigeant une autre. J'ai été à l'avant de quelques-uns de ces engins avant. Qu'est-ce que ça voulait dire? À l'avant de quelques avions. Il était mécanicien. Un mécanicien automobile avec de la graisse dans les articulations et des trous dans ses bottes. N'est-ce pas? C'est ce qu'elle avait décidé. C'est ce que les preuves disaient. Mais les preuves s'étaient trompées sur tout le reste, n'est-ce pas? L'avion a viré doucement, quittant sa route vers l'est pour une nouvelle, vers le sud, vers une mince bande de pistes grises qui commençait à peine à se dessiner dans la brume, loin en bas et loin devant. La voix du commandant est revenue par le haut-parleur, et cette fois, elle avait un peu de poids. Juste un peu, juste assez. Mesdames et messieurs, ici le poste de pilotage. Je vais être franc avec vous, car vous le découvririez de toute façon, et je préfère que vous l'entendiez directement de moi. Nous avons une indication sur l'un de nos systèmes hydrauliques que je n'aime pas beaucoup. L'avion vole très bien. Je tiens à souligner qu'il vole très bien. Nous avons un contrôle total et de multiples systèmes de secours. Mais je ne suis pas du genre à prendre des risques avec vous, braves gens. Nous allons donc nous poser sur un terrain un peu plus loin. Des gens y jetteront un œil et nous vous remettrons en route dès que possible. Ce sera un atterrissage normal. Vous ne sentirez aucune différence. Équipage de cabine, préparez la cabine. Et merci à tous de rester calmes. Vous êtes entre de bonnes mains ici. La cabine a retenu son souffle. Et sur le siège 4C, un ancien pilote de chasse qui avait posé des avions bien plus endommagés que celui-ci, sur des pistes bien plus courtes que celles qui les attendaient, dans des conditions bien pires qu'un après-midi clair du Kansas, a fermé les yeux un instant et a laissé échapper une longue et lente respiration. De tous les terrains de tout le pays, le commandant en avait choisi un militaire, la piste appropriée la plus proche. Pur hasard. Pur hasard aveugle. Daniel ne savait pas encore de quelle base il s'agissait. Mais une partie de lui, celle qui avait passé 14 mois au chevet d'un hôpital, 3 ans sous une voiture, et une vie à apprendre que l'univers avait un sens de l'humour aussi noir qu'une nuit sans lune, une partie de lui savait déjà, avec une certitude plongeante et vertigineuse, que la porte fermée qu'il avait tant travaillé à garder close était sur le point d'être arrachée de ses gonds. « Papa !» La petite main d'Ethan a trouvé la sienne et l'a serrée. « Tu me serres la main un peu fort. » Daniel a ouvert les yeux, a regardé son garçon, s'est forcé à sourire. « Désolé, partenaire. » Il a desserré sa prise. « Je pensais juste... » À quoi? La piste se rapprochait dans le hublot, grise et longue, flanquée de bâtiments que Daniel pouvait déjà à moitié reconnaître par leur forme, sinon par leur nom. La géométrie carrée et inimitable d'un lieu construit, non pas pour les voyageurs, mais pour les guerriers. « À une ancienne vie », a dit doucement Daniel, « une que je pensais avoir laissée derrière moi. » Et les roues de l'avion se sont tendues à travers le ciel du Kansas, vers une base pleine d'hommes et de femmes en uniforme, vers des hangars et des lignes de vol, et de jeunes pilotes, vers le seul endroit sur toute la surface de la Terre où un mécanicien silencieux aux bottes tachées de graisse ne pouvait absolument pas, peu importe ses efforts, rester invisible bien plus longtemps. Les roues ont touché le sol, douces comme une promesse. Daniel a senti le petit crissement du caoutchouc sur le béton et le léger tassement du poids, et il a su, sans regarder un seul instrument, que l'homme à l'avant savait exactement ce qu'il faisait. Pas de rebond, pas de drame. Le commandant a utilisé les freins en douceur et a réduit la vitesse sans une seule secousse. Et quelque part à l'arrière de la cabine, un passager a commencé à applaudir
et quelques autres se sont joints à lui. Ces applaudissements nerveux et reconnaissants que les gens donnent quand ils ont eu plus peur qu'ils ne voulaient l'admettre. Ethan n'avait plus peur. Ethan avait le nez collé au hublot et la bouche bée. « Papa !» Le mot est sorti dans un murmure, comme s'il était à l'église. « Papa, regarde! Regarde là-bas! Papa, regarde !» Daniel a regardé, et sa poitrine s'est serrée d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'atterrissage. Ils roulaient le long d'une ligne de vol. Et sur cette ligne de vol, alignés en rang comme des prédateurs endormis, gris, anguleux et inimitables, se trouvait une formation de F-22 Raptors. Daniel les connaissait, comme on connaît le visage de quelqu'un qu'on a aimé. Il connaissait la forme des deux dérives. Il connaissait la façon dont la lumière se reflétait sur la peau facettée. Il savait, sans qu'on le lui dise, par les marques sur la dérive la plus proche, quelle escadre était stationnée ici. Et à la seconde où il a lu ces marques, son estomac s'est noué. Parce que de toutes les bases que le commandant aurait pu choisir, de toutes les pistes de toute l'Amérique, les dés étaient tombés sur celle-ci, son ancienne. Pas la base où il avait été stationné en dernier, mais celle qui avait accueilli l'unité sœur de son ancien escadron. Celle où la moitié des hommes avec qui il avait volé étaient passés. Celle où, s'il restait une seule âme qui avait été en uniforme à son époque, cette âme saurait exactement une chose à la seconde où elle entendrait les mots. « Hawken, ce sont des vrais », a soufflé Ethan. « Papa, ce sont les vrais, comme sur ma photo, comme celui que tu as piloté. Oui, mon grand. » La voix de Daniel est sortie plus rauque qu'il ne le voulait. « Ce sont les vrais, oui. » De l'autre côté de l'allée, la femme au blazer crème avait aussi vu les chasseurs. Et elle avait vu l'expression sur le visage de Daniel quand il les avait vus. Et elle l'a classé avec toutes les autres pièces qui ne correspondaient pas à l'histoire qu'elle avait écrite. Elle n'a rien dit. Elle l'a juste regardé les avions. Et elle a vu quelque chose dans son expression pour lequel elle n'avait pas de mots. Une sorte de chagrin et une sorte de retour à la maison, tout entremêlé. La voix du commandant est revenue par les haut-parleurs, plus légère maintenant, soulagée. « Eh bien, mesdames et messieurs, c'est à peu près aussi doux que possible. Bienvenue sur une base de l'Air Force des États-Unis. Je laisserai les braves gens ici décider de la partie de son nom qu'ils veulent partager. Nous allons nous diriger vers un endroit éloigné de leurs opérations, faire examiner notre situation de maintenance et décider des prochaines étapes. Je vais vous demander d'être patient avec nous. C'est une installation militaire active. Donc je demande à tout le monde de rester près de l'avion et de suivre les instructions de l'équipage à la lettre une fois que nous serons à l'intérieur. Les gens ici ont eu la gentillesse de nous accueillir et nous sommes des invités. Comportons-nous comme tels. Merci à tous. Il a fallu près de 40 minutes pour faire descendre tout le monde et les conduire dans un hangar qui avait été vidé pour les accueillir. Les passagers se tenaient en petits groupes sous l'énorme plafond voûté, murmurant, vérifiant des téléphones qui n'avaient pour la plupart aucun signal, observant le personnel en uniforme qui se déplaçait avec des porte-blocs et un air déterminé. 2 aviateurs ont installé une table pliante avec de l'eau et des barres de céréales. Le bambin de quelqu'un a commencé à pleurer et a été calmé. L'ensemble avait le sentiment agité et suspendu d'un retard dont personne ne pouvait donner la durée. Daniel a trouvé une place le long du mur, loin de la foule, et a assis Ethan sur le sac de sport. « Reste ici, partenaire. Je suis sérieux. Ne t'éloigne pas. Il y a beaucoup de choses importantes dans un endroit comme celui-ci, et on ne touche à rien. D'accord? D'accord. » Ethan vibrait encore d'émerveillement. « Papa, je peux juste regarder avec mes yeux? Je peux regarder les avions? Tu peux regarder avec tes yeux autant que tu veux. Garde juste tes pieds ici. » Et ça aurait dû être la fin. Il serait resté dans ce hangar 1 heure, 2 heures. La compagnie aérienne leur aurait trouvé un avion de remplacement ou une réparation. Et Daniel Carter serait remonté dans un avion et se serait envolé pour les funérailles de sa mère avec son secret intact. La porte fermée, toujours fermée. Sa vie tranquille et anonyme, toujours tranquille et anonyme. C'est comme ça que ça aurait dû se passer. Mais à environ 9 mètres de là, près de la porte ouverte du hangar, 2 jeunes aviateurs, en combinaison de vol, s'appuyaient contre un tracteur de remorquage et discutaient. Et Daniel, qui ne pouvait pas plus éteindre ses oreilles qu'il ne pouvait éteindre son propre cœur, a attrapé la fin de ce qu'il disait. « Te dis que c'est le bloc hydraulique numéro 2. La même chose est arrivée sur l'Oiseau le mois dernier. Il n'arrête pas de blâmer la conduite, et ce n'est pas la conduite. C'est un capteur. Ce n'est pas un capteur. C'est le bloc. La pompe cavite sous charge et la pression.
Mec, la pompe cavite sous charge et la pression. Et Daniel, assis contre le mur à 9 mètres de là avec son fils sur un sac de sport, a dit doucement, sans même vraiment le vouloir, surtout pour lui-même. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Il ne pensait pas que quelqu'un l'avait entendu. Mais un troisième homme l'a entendu. C'était un jeune pilote, peut-être 26, 27 ans, avec les barrettes de capitaine et un visage qui avait encore quelque chose de juvénile. Il passait avec un café et s'est arrêté. Il a regardé le mécanicien aux bottes tachées de graisse, assis contre le mur avec un enfant. « Répétez », a dit le jeune pilote. Pas impoli, curieux. Daniel a levé les yeux. Il aurait dû dire « Rien, monsieur ». Il aurait dû baisser les yeux sur ses mains et laisser tomber. 3 ans de pratique, et chaque instinct on lui disait « Laisse tomber. Reste petit, reste silencieux, reste invisible ». Mais les yeux du jeune homme étaient vifs et honnêtes, et l'ingénierie de la chose était juste là, dans la tête de Daniel, claire comme une carte routière. Et une vieille partie de lui, qu'il avait enterrée très profondément, s'est agitée et n'a pas voulu se taire. « J'ai dit, ce n'est ni l'un ni l'autre, » lui a dit Daniel. « Ce n'est pas la conduite et ce n'est pas la pompe. S'ils ont changé la pompe et qu'ils cherchent toujours une perte de pression sous charge, c'est presque certainement le circuit de retour de l'actionneur. Probablement un clapet anti-retour qui coince quand le fluide chauffe. Il chauffe, le joint gonfle, le clapet reste à moitié ouvert. Vous perdez de la pression juste quand vous mettez le système en charge, ce qui est exactement le moment où vous ne le voudriez jamais. À froid au sol, il teste parfaitement. Charge sous charge en l'air, il vous mord. Il a fait une pause. C'est pourquoi personne ne peut le trouver sur le banc d'essai. Ça n'arrive que quand il vole. Les 2 jeunes aviateurs près du tracteur de remorquage s'étaient tus. Le jeune pilote le regardait fixement. C'est... Le pilote a cligné des yeux. C'est un diagnostic assez spécifique depuis l'autre bout d'un hangar. Vous avez demandé. Vous travaillez sur ces engins. Les yeux du pilote sont allés aux bottes, aux mains, à l'enfant, faisant le même calcul que tout le monde. Arrivant à la conclusion, mécanicien. Vous êtes sous-traitant de maintenance quelque part? Non. Daniel a presque souri. Je travaille sur des voitures, des transmissions surtout. Le front du pilote s'est plissé. Alors comment diable connaissez-vous le circuit de retour de l'actionneur sur un système hydraulique de F-22? Et voilà, la question, suspendue dans l'air du hangar, comme une allumette craquée. Daniel a ouvert la bouche pour l'esquiver, pour dire qu'il lisait beaucoup, pour dire qu'il avait fait de la sous-traitance militaire des années auparavant. N'importe quoi pour retourner dans l'ombre. Il avait la déviation à moitié formée sur sa langue. Et puis Ethan, assis sur le sac de sport, rayonnant vers le jeune pilote de tout son cœur, a dit la chose qui a tout fait s'effondrer. « Parce que mon papa les a pilotés », a annoncé le garçon, fier comme un trompette. Il a piloté le Raptor. Il était dans l'Air Force, et il a piloté les vrais, comme ceux-là, juste là. Et puis il a arrêté à cause de moi. L'expression du jeune pilote a vacillé. « Ethan », a dit doucement Daniel, « mon grand ». Mais Ethan était inarrêtable maintenant, illuminé par le secret qu'il n'avait appris qu'1 heure plus tôt à 30 000 pieds. Désespéré de le partager avec la seule personne au monde qui pourrait comprendre à quel point c'était énorme. Il les a pilotés pendant longtemps, avant ma naissance. Il a abandonné pour pouvoir s'occuper de moi et de ma maman quand elle est tombée malade. C'est le meilleur, il me l'a dit. Le jeune pilote a regardé du garçon au père. « Vous étiez pilote de Raptor », a-t-il dit lentement. Daniel est resté silencieux un long moment. Puis il a fait un petit signe de tête. « Il y a longtemps. »« Quelle unité ?» Daniel lui a dit. Et le visage du jeune pilote a fait quelque chose de compliqué. Parce que cette unité était célèbre. Cette unité avait une histoire. Et un homme qui avait volé avec cette unité dans les années que l'âge de Daniel impliquait, était un homme qui avait été là pour des choses qui étaient enseignées maintenant. Des choses dans les livres. Des choses que les jeunes étudiaient la bouche bée. Comment vous appelait-il? A demandé le pilote. Très doucement maintenant. Votre indicatif d'appel. C'était quoi? Et ça, c'était le moment. C'était la porte qui tenait sur une dernière charnière. Daniel pouvait sentir toute la forme de sa vie soignée et anonyme, en équilibre sur le prochain mot qui sortirait de sa bouche. Il pouvait mentir. Il pouvait en donner un faux, un oubliable, et le jeune homme hocherait la tête et s'en irait, et la porte se refermerait et resterait fermée. Mais Ethan le regardait. Ethan, à qui il avait promis, à qui il n'avait jamais menti. Et le visage du garçon était si plein de fierté,
si certain que son papa était quelque chose de vrai et de bon, que Daniel a découvert qu'il ne pouvait pas, ne voulait pas se faire petit devant son fils. Pas ici. Pas dans le seul endroit sur Terre où la chose qu'il avait été était réelle. Håkan, a dit Daniel. Le hangar n'est pas devenu silencieux. Pas d'un coup. Le jeune pilote est juste devenu immobile. Comme un homme devient immobile quand le sol bouge d'un centimètre sous ses pieds. Répétez ça, a murmuré le pilote. Håkan. Daniel a tenu son regard, stable et calme. C'était mon indicatif d'appel. Le jeune pilote a fait un pas en arrière. Pas de peur, dans quelque chose de plus proche de la révérence. Le pas involontaire qu'un homme fait quand il réalise qu'il se tient plus près de quelque chose qu'il ne le pensait. Sa tasse de café pendait, oubliée, dans sa main. Håkan. Il l'a soufflé comme si ça faisait mal. Vous êtes... Non. Le Håkan, celui qui... Il s'est arrêté, a dégluti. Il y a une manœuvre qu'il nous enseigne à l'école. La moitié des instructeurs disent même qu'elle n'est pas vraiment réalisable, qu'elle a été mal enregistrée dans les dossiers. Il l'appelle. Je sais comment il l'appelle, a dit Daniel doucement. Je l'ai faite. C'était vous. C'était il y a longtemps, fiston. Mais le jeune pilote n'écoutait plus. Pas vraiment. Il s'était tourné, trébuchant presque, vers les deux aviateurs près du tracteur de remorquage, et sa voix est sortie tremblante. « Allez chercher le major Reyes. Allez le chercher tout de suite. » Trouvez le sous-officier supérieur. Trouvez le chef Donnelly. Dites-lui... Il s'est retourné vers Daniel, et ses yeux étaient devenus humides et brillants. Dites-lui que Hawk 1 est dans notre hangar. Les aviateurs ont couru, et Daniel Carter a senti la porte être complètement arrachée de ses gonds. « Monsieur... » Le jeune pilote s'est retourné vers lui, et sa voix était épaisse. « Monsieur, mon nom est Capitaine Alvarez. Je dois vous dire quelque chose. Le jour où j'ai eu mes ailes, mon instructeur a réuni toute notre classe et il nous a montré des images de caméras de tir. De vieilles images. Et il a dit, ceci est la norme. C'est à quoi ressemble le plafond absolu de cette cellule entre les mains d'un homme qui la comprenait mieux que les ingénieurs qui l'ont construite. Et il ne nous a jamais dit votre nom. Il a dit que le nom était classifié, hors de la leçon. Que ça n'avait pas d'importance. Que ce qui importait, c'était le pilotage. La voix d'Alvarez s'est brisée. Mais nous voulions tous savoir. Chaque promotion qui est passée voulait savoir qui était l'homme sur ces images. Et vous êtes assis dans notre hangar. Il a fait un geste impuissant. Une boîte de travail, avec votre enfant. Et personne ne le savait. Daniel ne savait pas quoi dire à cela. Alors il a dit la seule chose vraie qu'il avait. Je faisais juste mon travail. Avec tout mon respect, monsieur. Alvarez a ri. Un rire humide et incrédule. Ce n'était pas juste un travail. La nouvelle se propage sur une base militaire plus vite que le feu dans l'herbe sèche. Le temps que Daniel se lève, le temps qu'il pose une main sur l'épaule d'Ethan, la porte du hangar s'était remplie de gens. Pas une foule, pas encore, juste un filet au début. Un chef d'équipe plus âgé, s'essuyant les mains sur un chiffon, qui a jeté un coup d'œil au visage de Daniel, est devenu pâle et a laissé tomber le chiffon. Un officier de maintenance qui était à mi-chemin de l'aire de stationnement et qui a commencé à marcher plus vite. Un sergent-chef principal, le chef Donnelly, les tempes grisonnantes, une vingtaine d'années de service, dans la posture de ses épaules, qui est entré par la porte, à une vitesse juste en dessous de la course, puis s'est arrêté net à 12 mètres de là, et a regardé fixement. « J'en suis Baba », a dit Donnelly, assez fort pour que tout le hangar l'entende. « Je suis complètement Baba. »« Bonjour, chef », a dit Daniel doucement. « Vous ne vous souvenez pas de moi. » La voix de Donnelly était instable. « Aucune raison que vous le fassiez. J'étais un simple sergent. J'ai serré des boulons sur votre oiseau pendant 18 mois. Vous aviez l'habitude de... » Il a dû s'arrêter. Il a pressé le dos de sa main contre sa bouche. Ce vieil homme dur, ce vétéran de 20 ans, et il s'est ressaisi. Vous aviez l'habitude de venir sur la ligne de vol chaque matin avant un vol et de serrer la main de chacun d'entre nous. Chaque chef d'équipe, chaque gamin sur cette ligne de vol. Vous nous regardiez dans les yeux et vous disiez « Je vous confie ma vie, alors merci de prendre soin d'elle. » Chaque matin, personne d'autre ne faisait ça. Les officiers ne faisaient pas ça. Vous le faisiez. Les passagers du vol avaient commencé à remarquer. Le murmure dans le hangar avait changé de ton. Les gens se tournaient, se rapprochaient, sentant sans comprendre que quelque chose se passait. Que le mécanicien silencieux aux bottes tachées de graisse,
était au centre de tout ça, et la femme au blazer crème se tenait au bord de la foule et sentait le sol basculer sous ses pieds. Et puis vous avez juste disparu, a poursuivi Donnelly. Un jour, vous étiez le meilleur pilote de toute la base, et le lendemain, vous aviez remis vos papiers, et personne ne disait pourquoi. Et on a entendu, quelqu'un a dit que votre femme... Il s'est de nouveau arrêté, a regardé le garçon debout à côté de Daniel, tenant le F-22 en jouet. A fait le calcul. Ses yeux se sont remplis de larmes. C'est le garçon. C'est lui. C'est celui pour qui vous avez tout quitté. C'est lui, a dit doucement Daniel, sa main se resserrant sur l'épaule d'Ethan. C'est Ethan. Donnelly a regardé le garçon un long moment. Puis il a fait quelque chose qui a figé tout le hangar. Il s'est mis au garde à vous. Ce vieux chef, ce sous-officier supérieur qui avait tout vu, qui ne répondait à presque personne, s'est redressé, droit comme un nid, devant un homme en jean taché d'huile et un enfant de 7 ans. Et il a salué. « C'est un honneur de vous revoir, Major », a dit Donnelly, sa voix stable comme le fer maintenant, sa main impeccable à sa tempe. « Monsieur », la gorge de Daniel s'est nouée. Pendant 3 ans, il avait été une chose qu'on ignorait. Un mécanicien, un homme aux mains sales, de la racaille dans la mauvaise cabine. Et maintenant, un vieux soldat dont il se souvenait à peine se tenait au garde-à-vous devant son fils, l'appelant « Monsieur ». Et Daniel a senti le mur soigné qu'il avait construit autour de lui se fissurer en plein milieu. Il a rendu le salut, lentement, un peu rouillé, mais sincère. « Repos, chef », a-t-il dit d'une voix rauque. « S'il vous plaît, je suis un civil maintenant. Vous n'êtes pas obligé. »« Avec tout mon respect, monsieur », a dit Donnelly, tenant le salut un instant de plus. « Je déciderai qui je salue. » Et puis le Major Reyes est arrivé, et le filet est devenu une inondation. Reyes était l'officier des opérations, la quarantaine, et il est entré dans ce hangar en courant. Et quand il a vu Daniel, il s'est arrêté si brusquement qu'il a failli tomber. « Non », a-t-il dit. « Non, non, non. Quelqu'un me fait une blague. Ce n'est pas... » Et puis il traversait le sol, la main déjà tendue et les yeux déjà humides. « Carter, Carter, mon Dieu, on me l'a dit et je n'ai pas... J'ai volé selon vos tactiques. Vous comprenez? Quand j'ai suivi le programme, il y avait vos engagements dedans. Non nommés, mais tout le monde connaissait le fantôme dans les images de la caméra de tir. Et vous voilà. « Me voilà », a dit Daniel, réparant des transmissions maintenant surtout. « Au diable, vous !» Reyes a saisi sa main dans les siennes et n'a pas voulu la lâcher. « Au diable, vous !» Et puis d'autres sont venus, un médecin de l'air. 2 autres jeunes pilotes arrivant en courant du bâtiment de l'escadron qui avaient entendu le nom circuler et devaient voir par eux-mêmes. Une paire de chefs d'équipe, un chef de soute, des aviateurs qui n'étaient même pas nés quand Hawk volait, qui ne connaissaient que la légende, les images, la manœuvre dans les livres que la moitié des instructeurs juraient impossible, et qui regardaient l'homme aux bottes tachées de graisse comme s'il voyait quelque chose d'un livre de contes entrer dans la pièce sur 2 jambes. Un par un, sans ordre, sans que personne ne leur dise de le faire, ils se sont mis au garde à vous. Ça a commencé avec Donnelly, qui tenait toujours le sien. Puis Alvarez s'est mis au garde à vous à côté de lui. Puis Reyes, qui a lâché la main de Daniel, a reculé, a redressé les épaules et a levé la main vivement. Puis les 2 chefs d'équipe. Puis les aviateurs, les jeunes, ceux qui ne connaissaient que la légende, se mettant en ligne les uns après les autres, comme la limaille de fer se tourne vers un aimant. Tout le hangar. Pilotes, chefs d'équipe, officiers, hommes et femmes du rang en combinaison de vol, en bleu de travail et en uniforme de service. Des dizaines d'entre eux maintenant, debout au garde-à-vous rigide, dans un demi-cercle approximatif, autour d'un père célibataire en jean taché d'huile et en bottes de travail usées. Chaque main droite levée en salut pour Hawken. Et les passagers du vol, ceux qui l'avaient vu monter à bord, qui avaient vu ses mains sales et ses bottes usées, qui avaient laissé une femme le traiter de racaille et n'avaient rien dit, qui avaient décidé en un seul coup d'œil quel genre de personne insignifiante il était, se tenaient figés sur les bords du hangar et regardaient l'Air Force des États-Unis saluer l'homme qu'ils avaient ignoré. Le silence était total. On aurait pu entendre une pièce de monnaie tomber de l'autre côté de ce hangar. Daniel Carter se tenait au milieu de tout ça, la main sur l'épaule de son fils. Et pour la première fois en 3 longues années, ses yeux se sont remplis de larmes et ont débordé. Et il les a laissés couler. Parce qu'il n'y avait aucune honte à cela, parce que certaines larmes,
Un homme les a mérités. Il a baissé les yeux sur Ethan. Et Ethan ne regardait plus les avions. Ethan regardait son père. Les rangées d'hommes et de femmes se tenant au garde-à-vous pour lui. Le vieux chef au salut ferme et aux yeux humides. Et le visage du garçon faisait quelque chose que Daniel ne lui avait jamais vu faire auparavant. Ce n'était pas seulement de la fierté. C'était de la compréhension. La compréhension profonde, naissante, qui change une vie, d'un enfant qui vient de voir le monde entier se réorganiser pour être d'accord avec la seule chose qu'il avait toujours su. Que son papa était quelqu'un. Que son papa avait toujours été quelqu'un. Papa, a murmuré Ethan, et sa voix tremblait. Papa, il te salue. Tous, tout le monde te salue. Daniel s'est agenouillé, là, au centre du hangar, devant eux tous. Il s'est mis sur un genou pour être au niveau de son fils, et il a pris le petit visage du garçon dans ses deux grandes mains abîmées. « Tu vois ça, mon grand ?» Sa voix s'est brisée net. « Tu vois tous ces braves gens ?» Ethan a hoché la tête, les larmes coulant librement maintenant. « Il ne me salue pas parce que je volais vite. Tu m'entends? Ce n'est pas ça. » Les pouces de Daniel ont essuyé les joues du garçon. « Il me salue à cause de quelque chose de bien plus important que de voler. Et j'ai besoin que tu t'en souviennes pour toujours. »« Quoi ?» a murmuré Ethan. « C'est quoi, papa ?» Mais avant que Daniel ne puisse répondre, avant qu'il ne puisse donner à son fils la chose la plus vraie qu'il avait, une voix est venue du fond du hangar, plus âgée, burinée et absolument stupéfaite. Une voix que Daniel n'avait pas entendue depuis plus de 3 ans et qu'il aurait reconnue dans son sommeil, dans sa tombe, n'importe où. Major Carter. Le corps entier de Daniel s'est raidi. Il connaissait cette voix. Lentement, toujours sur un genou à côté de son fils, il s'est tourné vers la porte du hangar. Est debout là, dans l'uniforme d'un homme qui avait clairement gravi plusieurs échelons depuis leur dernière conversation, avec de l'argent dans les cheveux qui n'était pas là avant et des larmes bien visibles dans les yeux, se trouvait le seul homme sur cette terre qui s'était assis en face de Daniel, le pire jour de sa vie, et lui avait serré la main comme si c'était la dernière fois. Son ancien commandant. L'homme qui lui avait dit que l'Air Force prenait soin des siens. Colonel Briggs, a soufflé Daniel. Et le vieux commandant a marché dans ce hangar silencieux, à travers les rangées d'aviateurs qui saluaient, droit vers le père agenouillé et le garçon en pleurs, avec une expression sur son visage qui disait qu'il avait attendu 3 longues années pour retrouver cet homme, et qu'il avait quelque chose à dire qui allait tout changer. Le Colonel Briggs a traversé ce hangar comme un homme marchant dans sa propre mémoire. Les rangées d'aviateurs ont maintenu leur salut à son passage, et il ne leur a pas dit d'arrêter, parce qu'il comprenait mieux que quiconque pourquoi il se tenait au garde-à-vous. Il s'est arrêté à 1 mètre de l'endroit où Daniel était agenouillé à côté de son fils, et pendant un long moment, le vieux commandant l'a juste regardé. Cet homme qu'il avait considéré comme perdu il y a 3 ans, retrouvé en jean taché d'huile, à genoux devant un garçon de 7 ans. « Lève-toi, a dit Briggs, sa voix se brisant. « Lève-toi que je te regarde. » Daniel s'est levé. Il a mis Ethan doucement derrière sa jambe, une main reposant sur l'épaule du garçon, et il s'est mis dans une posture proche du garde-à-vous, par pur réflexe. « Monsieur, a-t-il dit, ne m'appelez pas monsieur. » Briggs a comblé la distance et l'a saisi par les 2 bras. L'étreinte rude et féroce d'un homme qui avait passé des années sans savoir si quelqu'un était vivant ou mort. Il l'a serré fort. 3 ans, Daniel. 3 ans et pas un mot. Tu as disparu de la surface de la Terre. J'ai appelé le numéro que tu avais laissé. Déconnecté. J'ai demandé à des gens d'essayer de te trouver, et tu étais juste parti comme de la fumée. Je devais disparaître, monsieur, a dit Daniel doucement dans l'épaule du vieil homme. Si j'étais resté en contact, je serais resté connecté à tout ça. Et je ne pouvais pas faire ça et être ce dont Ethan avait besoin en même temps. Je devais choisir une vie, complètement. Alors j'ai choisi la sienne. Briggs s'est reculé, la tenue à bout de bras. Ses yeux se sont posés sur le garçon, qui regardait de derrière la jambe de Daniel. Et le vieux visage dur s'est adouci comme du pain. C'est lui. C'est Ethan. Briggs s'est baissé, lentement, les articulations protestant, jusqu'à ce qu'il soit accroupi au niveau du garçon. « Bonjour, Ethan. Je m'appelle Tom Briggs. J'ai connu ton papa il y a longtemps, à l'époque où il était le meilleur pilote de toute l'Air Force des États-Unis. Il l'a dit simplement, comme un fait, parce que c'en était un. Tu le sais, ça? Tu sais ça à propos de ton papa? » Ethan a hoché la tête, les yeux écarquillés. « Je le sais maintenant. Il me l'a dit dans l'avion.
Il m'a dit qu'il avait abandonné à cause de moi et de ma maman. Quelque chose a traversé le visage de Briggs. Il a levé les yeux vers Daniel, il y avait une question dedans, et Daniel a fait le plus petit signe de tête négatif, et le colonel a compris. Il a de nouveau regardé le garçon. « Ton papa, » a dit Briggs prudemment, « a fait le choix le plus difficile qu'un homme puisse faire. Et je veux te dire quelque chose, parce que j'étais là quand il l'a fait. Il a fait une pause. J'étais assis en face de ton père le jour où il a tout quitté. Et pour être honnête avec toi, fiston, je n'ai pas compris. Pas à ce moment-là. Je pensais qu'il jetait quelque chose qui n'arrive qu'une fois par génération. Je le lui ai dit. Vraiment? Le front d'Ethan s'est plissé. Vraiment, j'avais tort. La voix de Briggs s'est épaissie. Il m'a fallu beaucoup de temps et quelques années difficiles pour comprendre ce que ton papa a compris tout de suite. Qu'il n'y a pas de vol, pas de médaille, pas de titre dans ce monde qui vaille plus que d'être là pour les gens que tu aimes quand ils ont besoin de toi. Ton papa n'a pas démissionné, Ethan. Démissionner, c'est quand on fuit quelque chose de difficile. Ton papa a couru vers la chose la plus difficile qui soit. Il l'a juste fait dans la direction opposée à celle où tout le monde regardait. Il a tendu la main et a posé une main burinée sur l'épaule du garçon. Et ça fait de lui un homme meilleur que n'importe quel pilote avec qui j'ai servi, y compris le grand Hawk 1. Tu m'entends? Ethan a levé les yeux vers son père, puis de nouveau vers le colonel. « Je vous entends », a-t-il murmuré. Briggs s'est relevé, ses genoux craquant, et il a regardé Daniel. Les deux hommes se sont juste regardés dans les yeux un moment. 3 ans et tout un deuil passant silencieusement entre eux. « Sarah », a dit Briggs finalement, doucement. « J'ai appris après. Je suis désolé de ne pas avoir été là. Je suis désolé de ne pas avoir su comment te trouver. »« Vous n'auriez pas pu », a dit Daniel. « Je m'en suis assuré. Ce n'était pas de votre faute, monsieur. C'était une femme formidable. C'était la meilleure de nous tous. » La voix de Daniel était stable, mais ça lui a coûté. Meilleure que moi, meilleure que le pilotage. C'est elle qui m'a fait promettre de ne pas disparaître dans le deuil. M'a dit de vivre, de donner à Ethan un père entier. Il a baissé les yeux sur son fils. J'essaye de tenir cette promesse chaque jour depuis. Tu l'as tenue, a dit Briggs. Regarde-le, tu l'as tenue. Pendant un moment, tout le hangar a retenu son souffle autour d'eux. Puis Briggs a semblé se souvenir qu'ils avaient un public. Et il s'est tourné, et sa voix a changé, reprenant le registre du commandement. Très bien, repos, vous tous, repos. Les saluts sont descendus. Mais personne ne bouge. Vous m'entendez? Est-ce que vous comprenez tous ce qui se trouve dans ce hangar en ce moment? Hein? Un jeune aviateur près du front, l'un de ceux qui ne connaissaient que la légende, a parlé avant de pouvoir se retenir. Monsieur, est-ce que c'est vrai? La manœuvre dans les images de l'école, celle qu'ils disent impossible à faire. C'était lui, a dit Briggs. J'étais son ailier le jour où il l'a faite. Je l'ai vu de mes propres yeux à un quart de mille de son aile, et je n'y crois toujours pas entièrement. Et j'étais là. Il a regardé Daniel, et un fantôme d'un vieux sourire a tiré sur sa bouche. Tu m'as fait la peur de ma vie ce jour-là. Tu sais ça? J'ai cru que j'allais te voir t'écraser directement dans le désert. J'avais le rapport d'accident à moitié écrit dans ma tête. Je savais que l'avion pouvait le faire, a dit Daniel simplement. Personne ne savait que l'avion pouvait le faire. C'est tout le problème. Tu l'as fait faire. Briggs a secoué la tête. Des ingénieurs sont venus après. Ils voulaient savoir comment. Tu t'es assis dans une pièce avec une douzaine des personnes les plus intelligentes que Lockheed avait, et tu l'as dessiné sur un tableau blanc. Et la moitié d'entre eux ne te croyaient toujours pas jusqu'à ce qu'ils fassent les calculs. Il s'est tourné vers le jeune aviateur. Alors oui, fiston, c'est vrai. Chaque mot. Le fantôme dans les images est juste là, dans une paire de bottes de travail, tenant la main de son enfant. L'aviateur a regardé Daniel comme si le sol du paradis s'était ouvert. Et c'est à peu près à ce moment-là, dans le silence qui a suivi, qu'une autre voix s'est fait entendre, petite, tendue, du bord de la foule, où les passagers du vol étaient restés figés tout ce temps. « Excusez-moi », tout le monde s'est tourné. C'était la femme au blazer crème. Elle s'était avancée de quelques pas hors du groupe de passagers. Et elle avait l'air de quelqu'un qui marche vers un peloton d'exécution. Son visage était marbré. Le sang-froid coûteux qu'elle avait affiché depuis l'embarquement avait disparu, complètement disparu. Et ce qui restait en dessous était juste un être humain effrayé et honteux qui avait enfin pleinement compris ce qu'elle avait fait. « Excusez-moi », a-t-elle répété, et sa voix a tremblé. « Je dois vous dire quelque chose devant tous ces gens, parce que je vous ai dit quelque chose devant tous les autres gens, et ce n'est que juste. » Daniel s'est tourné pour lui faire face.
Il n'a rien dit. Il a juste attendu, sa main toujours sur l'épaule de son fils, son expression illisible. Tout le hangar était de nouveau silencieux. Les aviateurs, le colonel, les autres passagers, tous regardant cette femme marcher vers l'homme qu'elle avait traité de racaille. « Je m'appelle Margaret Chen », a-t-elle dit, « et dans cet avion, je vous ai traité de... » Sa voix a flanché. Elle l'a forcé à revenir. « Je vous ai traité de racaille. J'ai dit que vous n'étiez pas à votre place. J'ai fait pleurer votre fils. J'ai fait tomber son jouet par terre. » Ses yeux se sont posés sur Ethan et tout son visage s'est effondré. J'ai fait tomber le jouet d'un petit garçon par terre parce que j'ai décidé que son père n'était pas assez bien pour s'asseoir près de moi. Et je n'ai jamais de ma vie été aussi complètement, aussi totalement, elle n'a pas pu finir. Elle a pressé sa main contre sa bouche. Daniel l'a regardé, calme, stable. Je dirige une entreprise, a poursuivi Margaret quand elle s'est reprise. 200 personnes. J'ai passé 30 ans à me dire que j'y suis arrivée parce que je suis intelligente, que je travaille dur et que je sais lire les gens. Je lis les gens pour vivre. Je prends des décisions sur les gens en 30 secondes et j'en suis fier. Un rire terrible et brisé lui a échappé. Et je vous ai regardé pendant 30 secondes et je vous ai lu complètement de travers. Pas un peu de travers. Aussi de travers qu'une personne puisse l'être. Vous êtes le plus... Elle a fait un geste impuissant vers les aviateurs qui saluaient. Le colonel, les chasseurs sur la ligne de vol. Et je vous ai traité de racaille devant votre fils, que vous avez abandonné tout ça pour élever. Ethan est sorti de derrière la jambe de son père. Toute la salle a regardé le garçon marcher vers la femme qui l'avait fait pleurer. Vous étiez triste, a dit Ethan. Margaret l'a regardé, anéantie. Quoi? Mon papa l'a dit dans l'avion. Il a dit que vous passiez probablement juste une mauvaise journée. Et parfois, quand les gens passent une mauvaise journée, ils disent des choses qu'ils ne pensent pas. Comme quand j'ai dit à mon ami Marcus que je le détestais. Ethan l'a regardé avec ses grands yeux bruns, les yeux de sa mère, plein d'un pardon si simple et si total qu'il a coupé le souffle à tous les adultes dans le hangar. Vous passiez une mauvaise journée? Margaret Chen, qui dirigeait une entreprise de 200 personnes, qui lisait les gens pour vivre, qui n'avait jamais en 30 ans laissé personne l'avoir pleuré, est tombée à genoux devant un garçon de 7 ans, au milieu d'un hangar de l'Air Force, et s'est complètement effondrée. « Oui, a-t-elle étouffé. Oui, mon chéri. Je passais une mauvaise journée. Je crois que je passe une mauvaise journée depuis longtemps. Et ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse pour ce que j'ai dit à ton papa. C'est pas grave, a dit Ethan. Ce n'est pas grave. Tu n'as pas à dire que ce n'est pas grave. Mais si, pourtant, a dit Ethan, avec la certitude insupportable d'un enfant. Parce que mon papa m'a dit la chose la plus importante. Il a dit, quand quelqu'un regarde tes vêtements, ou tes mains, ou ton argent, et décide qui tu es, il ne dit pas la vérité sur toi. Il dit la vérité sur lui-même. Le garçon a penché la tête. Alors vous ne parliez pas vraiment de mon papa. Vous parliez de vous, et vous étiez juste triste. Et maintenant vous n'êtes plus triste. Vous êtes désolé. Alors c'est pas grave. Margaret Chen a mis ses 2 mains sur son visage et a pleuré. Daniel Carter, qui avait tout à fait le droit de rester là et de la laisser faire, s'est plutôt avancé, s'est accroupi à côté de son fils et a posé une main sur l'épaule de la femme en pleurs. Madame Chen. Elle l'a regardé, anéantie. Mon garçon vient de le dire mieux que je ne l'aurais jamais pu. La voix de Daniel était douce, sans aucune cruauté. Aucune de la satisfaction qu'un homme inférieur se serait permise à ce moment. Alors je n'ajouterai qu'une chose. Il a fait une pause. Vous n'auriez pas dû avoir besoin de voir tout ça pour nous traiter comme des personnes. Vous n'auriez pas dû avoir besoin de savoir qu'un homme était hors qu'un pour ne pas le traiter de racaille. Le salut ne me rend pas digne de votre respect. J'en étais digne dans l'avion. J'en étais digne avant que quiconque dans ce hangar ne connaisse mon nom. Vous aussi. Comme chaque personne fatiguée, dans une paire de bottes usées que vous ignorerez à nouveau. Il a tenu son regard. C'est ça la leçon, pas que je me sois avéré être quelqu'un. La leçon, c'est que tout le monde est quelqu'un. Et on n'a pas à attendre la preuve. Margaret a hoché la tête, incapable de parler, les larmes coulant. Mais j'accepte vos excuses, a dit Daniel, pleinement. On est quitte, et je le pense. Il s'est levé et lui a offert sa main tachée de graisse, abîmée, honnête. Maintenant, levez-vous de ce sol froid avant d'attraper quelque chose. Elle a regardé la main sale qu'elle avait méprisée 2 heures plus tôt, et elle l'a prise.
Et elle a laissé l'homme qu'elle avait traité de racaille l'aider à se relever. Et elle l'a tenu une seconde de plus que nécessaire, comme si elle essayait de s'excuser par sa poigne pour chaque supposition qu'elle avait jamais faite sur une paire de mains sales dans toute sa vie. Autour d'eux, le hangar était devenu silencieux, les yeux écarquillés. Quelques jeunes aviateurs pleuraient ouvertement sans chercher à le cacher. Le chef Donnelly avait la mâchoire si serrée qu'un muscle tressautait sur sa joue. Même le colonel Briggs avait une main pressée sur sa bouche. Et les autres passagers, ceux qui étaient restés silencieux dans cet avion, qui avaient laissé faire, qui avaient ricané ou détourné le regard, se tenaient là, changés. On pouvait le voir en eux. L'homme d'affaires du 3B, qui n'établissait de contact visuel avec personne, avait la tête baissée. Une femme qui avait murmuré quelque chose de cruel 2 heures plus tôt pleurait sur l'épaule de son mari. Ils avaient tous vu un enfant pardonner ce qu'ils avaient eux-mêmes été trop lâches pour même dénoncer. Et aucun d'eux ne l'oublierait tant qu'il vivrait. Briggs s'est raclé la gorge bruyamment. « Très bien, a-t-il dit. Très bien. Allons. Daniel, marche avec moi. Vous deux. Je veux montrer quelque chose à ton garçon. » Il a baissé les yeux sur Ethan et a réussi un sourire larmoyant. « Fiston, ça te dirait de voir un vrai F-22 Raptor de près. Assez près pour le toucher. » La bouche d'Ethan s'est ouverte. Il a levé les yeux vers son père, demandant la permission de tout son visage. « Vas-y, mon grand, » a dit Daniel, la voix épaisse. « Va la voir. » Ils sont sortis sur la ligne de vol ensemble. Le colonel, la légende et le petit garçon. Et derrière eux est venue une procession respectueuse. Donnelly, Reyes, Alvarez, une douzaine d'aviateurs qui n'auraient manqué ça pour rien au monde. Les passagers ont été maintenus près du hangar, mais ils ont regardé. Tout le monde a regardé. Le Raptor le plus proche brillait d'un gris dans l'après-midi. Et alors qu'il s'approchait, Daniel Carter a ralenti. Il ne s'était pas tenu à côté d'un de ces engins depuis plus de 3 ans. Il s'était dit qu'il ne le ferait plus jamais. Il avait emballé cette partie de son âme dans une boîte, l'avait fermée dans un grenier, et était parti. Et il le pensait vraiment. Et maintenant, elle était là. La machine qu'il avait aimée, juste après sa famille. La chose qu'il avait été le meilleur au monde à piloter. Assez près pour la toucher. Il a tendu une main abîmée et l'a posée à plat contre la peau fraîche du fuselage. Et il a dû fermer les yeux. « Bonjour, ma vieille », a-t-il dit si bas que seul Ethan et Briggs pouvaient l'entendre. « Papa ». Ethan a tiré sur sa manche. « Papa, tu es triste ?» Daniel a ouvert les yeux. Ils étaient humides. « Non, pas triste. » Il a secoué lentement la tête. « C'est juste, il y avait une partie de moi à laquelle je pensais ne jamais pouvoir dire au revoir correctement. Et la voilà. Il s'avère que je peux dire bonjour et au revoir en même temps. C'est tout. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. » Briggs a posé une main sur son épaule. « Tu veux t'asseoir dedans ?» La tête de Daniel s'est relevée brusquement. « Quoi? Tu m'as entendu ?» Briggs a fait un signe de tête vers le cockpit. « Elle est en maintenance de toute façon. Ça ne fera aucun mal. J'ai encore assez d'étoiles sur cette base pour que ça se fasse. » Ses yeux ont brillé. « Laisse ton garçon voir son papa dans le siège une fois. Donne-lui ça. Donne-toi ça. » Daniel est resté là, sa main sur l'avion, son fils le regardant. Et pendant un long moment, il n'a pas pu parler du tout. Reyes a dit « Apportez l'échelle ». Ce qui s'est passé ensuite, Ethan Carter s'en souviendrait pour le reste de sa vie. Il s'en souviendrait quand il serait vieux. Il s'en souviendrait comme du meilleur moment de toute son enfance. Mieux que n'importe quel Noël, mieux que tout. Il a regardé l'équipe rouler une échelle jusqu'aux côtés de ce chasseur gris. Il a regardé 2 aviateurs la stabiliser. Et il a regardé son papa. Son papa en jean taché d'huile et en bottes usées. Son papa aux mains sales. Son papa qui réparait des transmissions, sautait des déjeuners et le bordait chaque soir. Il l'a regardé monter cette échelle et se glisser dans le cockpit d'un F-22 Raptor comme s'il ne l'avait jamais quitté. Les mains de Daniel ont trouvé les commandes sans qu'on leur dise où elles étaient. La mémoire musculaire, enfouie depuis 3 ans, a ressurgi en lui. Ses doigts se sont posés sur le manche et la manette des gaz. Et c'était comme rentrer à la maison, dans une maison où l'on a grandi. Chaque interrupteur exactement là où votre main s'en souvient. Les jeunes aviateurs sur la ligne de vol s'étaient tus. Ils regardaient un fantôme s'installer dans son ancien fauteuil. Et en bas, sur le béton, un garçon de 7 ans se tenait avec son F-22 en jouet serré contre sa poitrine et regardait son père dans le vrai. Et son petit visage était illuminé comme si le soleil était descendu du ciel et avait atterri là,
sur la ligne de vol, juste pour lui. « Papa !» a crié Ethan, sautant sur place, agitant son jouet. « Papa, tu es dedans! Tu es vraiment dedans !» Daniel a regardé par-dessus le bord du cockpit vers son fils. Et le sourire qui a éclaté sur son visage était le sourire le plus libre, le plus léger, le plus sincère que quiconque lui ait vu de toute la journée. Le sourire d'un homme qui avait passé 3 ans à être ignoré, traité de racaille, écrasé par le jugement facile du monde. Et qui était maintenant, pour un moment brillant, exactement, pleinement lui-même, avec son garçon qui regardait, à l'endroit où il avait autrefois été une légende. « Je suis dedans, mon grand !» a-t-il crié en riant, sa voix se brisant de joie. « Je suis dedans !» Le chef Donnelly, debout au pied de l'échelle, a détourné le visage et s'est essuyé les yeux avec le talon de sa main, sans se soucier de qui le voyait. Et le colonel Briggs se tenait en retrait, les bras croisés, regardant toute la scène. Le père dans le cockpit, le garçon en bas, les aviateurs rassemblés autour. Les passagers au loin, qui avaient appris la leçon la plus difficile de leur vie cet après-midi-là. Et le vieux commandant a eu un regard particulier. Le regard d'un homme qui élabore un plan. Parce que Tom Briggs n'avait pas atteint le grade qu'il détenait en étant sentimental. Il était sentimental en ce moment, bien sûr. Il était tous. Il aurait fallu être de pierre pour ne pas l'être. Mais sous les larmes, les rouages tournaient déjà. Et ce vers quoi il tournait, c'était ceci. Que l'Air Force des États-Unis venait de redécouvrir, par pur hasard, un mardi au hasard, le meilleur pilote de chasse qu'elle ait jamais produit. Un homme qui comprenait le courage, le sacrifice et le leadership jusqu'à la moelle, debout dans un hangar avec une paire de bottes de travail. Et Briggs n'allait pas le laisser remonter dans un vol commercial et disparaître dans la fumée une seconde fois. Pas sans lui faire une offre d'abord. Il a attendu que Daniel soit redescendu de l'échelle, que le garçon ait jeté ses 2 bras autour des jambes de son père, que le pire des larmes soit passé et que l'après-midi se soit installé dans quelque chose de plus calme. Puis il s'est approché, a posé une main sur l'épaule de Daniel et a dit les mots qui resteraient en suspens dans l'air pour le reste de la journée. « Daniel, avant que tu ne remontes dans cet avion, il y a quelque chose que je dois te demander. Et j'ai besoin que tu m'écoutes jusqu'au bout avant de dire non. »« D'accord, monsieur, » a dit Daniel. « J'écoute. » Briggs a jeté un coup d'œil à Ethan, puis a relevé les yeux. « Peut-être qu'on laisse le garçon aller voir l'avion avec le chef Donnelly. 1 minute. C'est une conversation d'adulte, et j'aimerais avoir toute ton attention. Tout ce que vous avez à dire, vous pouvez le dire devant mon fils. » La main de Daniel s'est posée sur l'épaule d'Ethan. Je ne lui cache rien. J'ai appris cette leçon à la dure il y a environ 3 heures dans l'avion. Briggs l'a étudié un moment, puis a hoché lentement la tête. C'est juste. Il a pris une profonde inspiration. Daniel, je vais être direct avec toi. Comme tu l'as toujours été avec moi. L'Air Force a besoin de toi. Le visage de Daniel s'est légèrement fermé. Monsieur, écoute-moi jusqu'au bout. Tu as promis. Briggs a levé une main. Je ne te demande pas de voler à nouveau. Je sais mieux que ça. Je t'ai vu faire ton choix il y a 3 ans, et j'ai appris à le respecter plus que n'importe quelle décision que j'ai vu un homme prendre. Je ne suis pas là pour défaire ça. Il a fait une pause. Mais il y a quelque chose que je demande. Nous avons un problème dans cette Air Force, que l'argent ne peut pas résoudre, et que les simulateurs sophistiqués ne peuvent pas résoudre. Nous produisons des pilotes qui peuvent faire fonctionner l'avion. Des mains techniquement parfaites, comme des chirurgiens. Et chaque année, quelques-uns de plus sortent de la chaîne en sachant tout sur la machine et rien sur ce que ça coûte d'être l'homme à l'intérieur. Daniel est resté immobile. Ils ne connaissent pas le sacrifice, Daniel. Pas vraiment. Ils le connaissent comme un mot dans une cérémonie. Ils ne se sont jamais assis en face d'un bureau et n'ont jamais abandonné la chose qu'ils aimaient le plus pour quelqu'un qu'ils aimaient plus. Ils n'ont jamais eu à le faire. Et ceux qui finissent par y faire face, et ils le font tous, tôt ou tard, chacun d'eux arrive à un moment où la mission demande tout. La moitié d'entre eux craquent, parce que personne ne leur a jamais montré à quoi ça ressemble de porter ce poids et de rester debout. La voix de Briggs a baissé. « Toi, tu l'as fait, fiston. Tu as porté la chose la plus lourde qu'un homme puisse porter. Et tu n'as pas craqué. Tu n'es pas devenu amer. Et tu t'es transformé en mécanicien de transmission, et tu as élevé un garçon qui vient de pardonner à une femme qui a traité son père de déchet. Ça, Daniel, c'est la chose que nous ne pouvons pas enseigner. Et tu l'as. » Autour d'eux,
Les aviateurs s'étaient de nouveau tus. Reyes, Alvarez, les jeunes, écoutant. « Je veux que tu viennes enseigner », a dit Briggs. « À temps partiel, selon tes conditions, autour de son emploi du temps. » Il a fait un signe de tête vers Ethan. Ce n'est pas un discours de recruteur. « Je le pense, selon tes conditions. Viens quelques jours par mois, assieds-toi dans une pièce avec ces jeunes pilotes et dis-leur la vérité. Pas le pilotage. Ils ont des instructeurs à ne plus savoir qu'en faire pour le pilotage. Je veux que tu leur enseignes la partie qui n'est dans aucun manuel. Ce que signifie diriger. Ce que signifie faire passer les gens sous tes ordres avant ta propre gloire. Ce que signifie quitter le ciel pour quelqu'un qui a plus besoin de toi. La partie humaine. La partie qui décide s'ils deviennent des officiers dignes d'être suivis ou juste des pouce-boutons très chers. » Il s'est arrêté. « Y penseras-tu au moins ?» Pendant un long moment, Daniel n'a pas répondu. Il a baissé les yeux sur Ethan. Le garçon le regardait, tenant son F-22 en jouet, tout son petit visage ouvert et en attente. Et Daniel pouvait y voir l'envie. « Dis oui, papa, dis oui !» Et il pouvait aussi voir quelque chose de plus prudent en dessous. Parce que c'était un garçon qui avait appris que les choix de son père n'étaient pas simples, que son père avait abandonné le ciel une fois, et que cela lui avait coûté quelque chose. Ethan commençait à peine à comprendre. « Monsieur, » a dit Daniel finalement, « j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Et j'ai besoin que ces jeunes hommes et femmes l'entendent aussi, parce que c'est la seule chose que j'aurai à leur enseigner de toute façon. » Il s'est tourné pour que les aviateurs puissent l'entendre. « Il y a 3 ans, je me suis assis dans le bureau de cet homme, et j'ai abandonné tout ce pourquoi j'avais travaillé toute ma vie. Et les gens ont appelé ça un sacrifice. Ce n'en était pas un. Un sacrifice, c'est quand on abandonne quelque chose qu'on veut pour quelque chose qu'on veut plus. Je n'ai pas sacrifié le ciel. J'ai choisi mon fils. Ce sont 2 choses différentes, et la différence est tout. » Il a posé sa main sur la tête d'Ethan. « Mon travail, c'est ce garçon. C'était mon travail il y a 3 ans quand Sarah mourait. C'est mon travail aujourd'hui. Et ce sera mon travail jusqu'au jour où il n'aura plus besoin de moi. Ce pourquoi je ne suis pas pressé. C'est ça, la mission. Tout le reste, le pilotage, l'enseignement, tout ça. Tout le reste n'arrive que si ça s'inscrit autour de ça. Pas l'inverse. Jamais l'inverse. » Il a de nouveau regardé Briggs. « Si je vous dis oui, monsieur, c'est seulement parce que dire oui fait de moi un meilleur père, pas un pire. Parce que mon garçon pourra voir son papa se tenir devant une salle et être utile à nouveau. Parce que l'argent signifierait qu'il n'aura plus jamais à me voir sauter un déjeuner. Parce que peut-être qu'un jeune pilote à qui je parlerai un jour fera un choix pour sa famille qu'il n'aurait pas fait autrement. Et c'est une chose dont Ethan pourra être fier que son papa ait faite. » Il a fait une pause. « Mais à la seconde où ça me demande de le choisir lui plutôt que lui, je pars. Comme je suis parti avant. Sans hésitation. Vous devez le savoir en partant. » Briggs est resté silencieux. Puis un lent sourire s'est étendu sur son visage buriné. « Daniel, » a-t-il dit, « le fait que tu viennes de dire tout ça devant mes aviateurs au lieu de simplement accepter le poste, c'est la raison même pour laquelle je te le propose. » Il a tendu la main. Ce sont exactement les termes. Le garçon passe en premier. Ce n'est pas une condition que je tolère. C'est le programme. Daniel a regardé la main tendue. Il a baissé les yeux sur son fils. « Ethan, » a-t-il dit doucement, « celui-ci est en partie à toi. Toi et moi, on est une équipe. Alors je te demande, qu'en penses-tu? » Ethan a regardé le colonel, puis les avions, puis son père. Et le visage du garçon faisait de nouveau cette chose d'adulte. Cette pesée prudente bien trop grande pour un enfant de 7 ans. « Est-ce que tu devrais partir ?» a demandé Ethan. « Comme avant, pendant des mois ?»« Non, juste quelques jours par-ci par-là. Je rentrerai toujours à la maison, à chaque fois. Et tu réparerais encore des voitures. Un peu. On verra. Peut-être pas autant. » Daniel s'est accroupi à son niveau. « Mais voici la vraie question. Partenaire. Et je veux ta réponse honnête. Ces jeunes pilotes, ils ne savent pas ce que toi et moi savons. Ils ne savent pas ce que ça coûte d'aimer quelqu'un plus qu'un rêve. Toi et moi, on l'a appris de la manière la plus difficile qui soit. On l'a appris de maman. » Sa voix s'est étranglée. « Penses-tu que ton papa devrait aller leur apprendre? Leur parler du genre d'homme qui abandonnerait le ciel pour sa famille? » Ethan y a réfléchi. Vraiment réfléchi. Son petit front s'est plissé. Puis il a levé les yeux, et ses yeux étaient brillants. Et il a dit la chose qui a tout décidé. « Tu devrais leur parler de maman, » a dit Ethan, pour qu'ils sachent qu'elle était réelle. Pour que quelqu'un d'autre connaisse son nom. Toute la ligne de vol est devenue silencieuse.
Daniel Carter a mis sa main sur sa bouche et son épaule a tremblé. Et pendant un moment, cet homme fort et silencieux, qui n'avait pas laissé le monde le briser en 3 longues années, n'a pas pu parler du tout. Puis il a pris son fils dans ses bras, s'est levé et l'a tenu contre sa poitrine. Et il a tendu une main et a serré fort la main du colonel Briggs. « Oui, a-t-il dit, la voix brisée. « Oui, monsieur. À ces conditions, je viendrai enseigner. » Le hangar a éclaté. Les aviateurs ont applaudi. Quelques-uns ont poussé des cris de joie. Reyes a levé le poing en l'air et Alvarez souriait si largement que ça semblait lui faire mal. Et le chef Donnelly applaudissait de ses grandes mains balafrées et secouait la tête comme s'il ne pouvait pas croire la journée qu'il passait. Le son s'est répandu sur la ligne de vol et même les passagers, tenus à l'écart près du hangar, ont commencé à applaudir. Trop emportés par quelque chose qu'ils ne comprenaient qu'à moitié, mais qu'ils ressentaient jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Et Margaret Chen, debout parmi ses passagers, a applaudi plus fort que tous, les larmes coulant sur son visage. Une femme qui était montée à bord ce matin-là, certaine de savoir exactement comment le monde était organisé, et qui était sur le point de descendre d'un avion très différent de celui dans lequel elle était montée. Il a fallu encore 2 heures à la compagnie aérienne pour organiser l'avion de remplacement. La panne hydraulique s'est avérée être exactement ce que Daniel avait diagnostiqué de l'autre côté du hangar. Un clapet anti-retour dans le circuit de retour de l'actionneur qui coinçait lorsque le fluide chauffait sous charge, invisible à chaque test au sol à froid. Lorsque l'officier de maintenance est revenu et l'a confirmé, il s'est dirigé droit vers Daniel, a secoué la tête et a dit « Monsieur, vous avez diagnostiqué en 8 secondes, à 18 mètres de distance, avec votre enfant sur les genoux. Une panne qui fait tourner en bourrique mes meilleurs techniciens depuis 5 semaines. Je ne sais pas si je dois vous remercier ou démissionner. » Et Daniel avait ri, vraiment ri, et avait dit « Ne démissionnez pas, ça n'apparaît qu'à chaud. Vous ne l'auriez jamais attrapé sur le banc d'essai. Personne ne l'aurait fait. Ce n'est pas de votre faute. » Et l'homme s'était éloigné en se tenant un peu plus droit. Quand l'appel est finalement arrivé que le nouvel avion était prêt, les adieux ont pris un certain temps. Reyes a fait promettre à Daniel. Promettre que l'enseignement n'était pas une chose ponctuelle, qu'il viendrait vraiment. Et Daniel a promis. Alvarez, le jeune capitaine qui avait reconnu le nom en premier, a demandé s'il pouvait serrer la main de Hawk une fois de plus. Et quand Daniel a accepté, le jeune homme l'a tenu et a dit « Monsieur, je vais mieux voler pour le reste de ma carrière, parce que je vous ai rencontré aujourd'hui. Je veux juste que vous le sachiez. » Et Daniel lui a dit la seule chose qui comptait. Alors volez en sécurité et rentrez chez ceux qui vous attendent. C'est tout ce qui compte pour mieux voler. Le chef Donnelly a été le dernier des uniformes. Le vieil homme s'est approché, s'est tenu devant Daniel et n'a rien dit pendant un moment. Puis il a fouillé dans sa poche, a sorti quelque chose de petit et l'a pressé dans la main de Daniel. C'était une pièce d'unité, usée sur les bords, le genre qu'un homme porte pendant des décennies. « J'ai ça depuis que j'étais un simple sergent », a dit Donnelly d'une voix bourrue, en serrant des boulons sur votre oiseau. « Je veux que le garçon l'ait, pour qu'il ait quelque chose à tenir qui prouve que cette journée était réelle quand il sera grand, et qu'il pensera peut-être l'avoir rêvé. » Il a regardé Ethan. « Prends soin de ton papa. Tu m'entends, jeune homme? C'est un vrai de vrai. On n'en fait pas beaucoup. » Ethan a pris la pièce à 2 mains comme si elle était faite de poussière d'étoiles. « Je prendrai soin de lui, » a-t-il dit solennellement. « Je le fais toujours. » Et Donnelly, 22 ans en uniforme, a dû se retourner et s'éloigner rapidement. Puis ce fut Margaret Chen. Elle s'est approchée comme on approche quelque chose qu'on n'est pas sûr d'avoir le droit de toucher. Elle s'était reprise maintenant, en grande partie, mais son sang-froid était différent de celui du matin. Plus doux, plus humble, une chose regagnée plutôt que portée pour la frime. « Je ne vous retiendrai pas, a-t-elle dit. J'ai quelque chose que j'aimerais vous donner, et j'ai besoin que vous ne le refusiez pas, parce que ce n'est pas de la charité, et ce n'est pas moi qui essaye de racheter ma conscience. D'accord? Écoutez-moi juste. » Elle a fouillé dans son sac et a sorti une carte. « Je dirige une entreprise de logistique, 200 employés, comme je l'ai dit. Nous avons une flotte de camions, de fourgonnettes, une opération de maintenance qui est franchement un désastre, parce que je n'ai jamais pu trouver un chef d'atelier en qui j'ai confiance pour la gérer comme si c'était important. » Elle a tendu la carte. « Je ne vous offre pas un poste de mécanicien. Je vous offre le poste de diriger toute l'opération. Vos horaires, près de l'école de votre fils. Je déplacerai l'opération s'il le faut. Je ne plaisante pas.
le triple de ce que paie un garage de transmission. Parce que j'ai passé 30 ans à embaucher des gens en fonction de leur apparence en 30 secondes. Et aujourd'hui, j'ai appris exactement ce que ça vaut. Et j'aimerais embaucher une personne, juste une fois, en fonction de qui il est vraiment. Daniel a regardé la carte. Il ne l'a pas prise tout de suite. Madame Chen, a-t-il dit. Pourquoi? Parce que... Sa voix a vacillé. Parce que vous m'avez aidé dans l'avion, quand le signal de la ceinture s'est allumé, et que j'étais terrifié. Vous vous êtes penché de l'autre côté de l'allée, et vous m'avez calmé. Et vous n'aviez aucune raison sur Terre de faire ça. Je vous avais traité de racaille 1 heure avant, et vous m'avez aidé à surmonter ma peur comme si j'étais une personne digne d'être sauvée. Elle a dégluti. Vous ne me deviez rien, et vous m'avez aidé quand même. C'est l'homme que je veux pour diriger mon opération. Pas Hawk 1, pas la légende. L'homme qui aide la femme qui l'a insultée parce qu'elle a peur. Elle a poussé la carte un peu plus près. S'il vous plaît, laissez-moi l'embaucher. Daniel est resté silencieux un long moment. Puis il a pris la carte. J'y réfléchirai, a-t-il dit. J'y réfléchirai, vraiment. J'ai l'enseignement maintenant, aussi. Donc je devrais voir comment tout ça s'organise autour d'Ethan. Mais il a croisé son regard. Merci. Pas pour le travail. Pour avoir appris la leçon à voix haute devant tout le monde, alors qu'il aurait été beaucoup plus facile de filer de cette base et de ne plus jamais y penser. Ça a demandé plus de courage que la plupart des gens n'en ont. Vous devriez le savoir. Margaret Chen a pincé les lèvres et a hoché la tête, incapable de parler. Et pour la 2e fois ce jour-là, une femme qui n'avait jamais laissé personne la voir pleurer a laissé les larmes couler sans honte. Le nouvel avion avait un équipage différent, une cabine différente, mais d'une certaine manière, les mêmes personnes, changées. Quand Daniel et Ethan sont montés à bord, et cette fois, quand l'agent d'embarquement a vu les bottes tachées de graisse et le jean usé, le colonel Briggs lui-même se tenait là, dans son uniforme, pour les accompagner personnellement jusqu'à la passerelle. Et les yeux de l'agent se sont écarquillés comme des soucoupes. Les autres passagers étaient déjà à leur siège, et alors que Daniel portait son fils endormi dans l'allée jusqu'à leur rangée, quelque chose s'est produit qui ne lui était jamais arrivé en 3 ans d'être ignoré. Un homme en costume d'affaires s'est levé à son passage. « Merci pour votre service, monsieur. » Puis une femme, 2 rangées plus loin. « Merci, monsieur. » Puis un autre, et un autre. D'un bout à l'autre de la cabine, les passagers, les mêmes qui avaient ricané ce matin-là, qui avaient laissé un enfant être insulté et n'avaient rien dit, se sont levés de leur siège les uns après les autres et ont remercié le père silencieux au bas de salle pour son service. Certains d'entre eux ne pouvaient pas le regarder dans les yeux. Ils avaient honte et ils avaient raison. Mais ils se sont levés et l'ont dit. Et c'était la chose la plus proche d'une excuse qu'un avion plein d'étrangers sache donner. Daniel a accepté chaque remerciement avec un petit signe de tête. Il n'a pas jubilé. Il ne leur a pas fait sentir leur faute. Il a juste dit « merci » en retour, calmement et posément, et a porté son fils à leur siège. Et alors qu'il installait Ethan près du hublot, le siège près du hublot, toujours le siège près du hublot pour que le garçon puisse regarder les volets bouger, une petite voix de l'autre côté de l'allée a dit « Monsieur ». C'était un garçon peut-être de 10 ans, voyageant avec sa mère, qui avait tout vu. « Monsieur, est-ce que c'est vrai? Vous étiez vraiment un pilote de chasse ?» Daniel a regardé le gamin. Puis il a regardé Ethan, qui hochait déjà la tête furieusement, prêt à raconter toute l'histoire. « Tu sais quoi, fiston ?» a dit Daniel. « Je vais laisser mon garçon te le dire. Il le raconte mieux que moi. » Il a ébouriffé les cheveux d'Ethan. « Vas-y, partenaire, raconte-lui Hawker. » Et alors que l'avion reculait de la porte et se dirigeait vers la piste, Ethan Carter s'est penché de l'autre côté de l'allée et a commencé à raconter à un autre enfant l'histoire de son père. Pas l'histoire du pilote le plus rapide. Pas l'histoire de la légende dans les images de la caméra de tir. Mais la seule histoire qui ait jamais compté. L'histoire d'un homme qui a aimé quelqu'un plus que le ciel. Daniel s'est adossé à son siège, a fermé les yeux et a écouté la voix de son fils, brillante, fière et pleine d'amour, racontant la vérité sur lui à un étranger. Les moteurs ont vrombé. L'avion s'est envolé dans la fin de l'après-midi et a grimpé vers la maison, où une tombe fraîche attendait en Virginie, et où un adieu difficile devait encore être dit à la mère qui avait appelé Ethan son petit aviateur. Il y avait encore du chagrin à venir. Il y en avait toujours. C'était le prix à payer pour aimer les gens. On le payait au début et à la fin. Mais Daniel Carter n'était plus invisible. Pas pour l'Air Force qui l'avait salué.
Pas pour les passagers qui l'avaient remercié. Pas pour la femme qui l'avait traité de racaille et avait appris de la manière la plus difficile possible qu'elle s'était trompée sur tout. Et surtout, pas pour le garçon de 7 ans de l'autre côté de l'allée, qui savait maintenant jusqu'à la moelle quel genre d'homme était son père. 3 ans, il les avait passés à être jugés sur ses bottes, ses mains et ses vêtements. 3 ans à ravaler sa fierté, à rester petit, à laisser le monde croire ce qu'il voulait de lui, parce que protéger l'enfance de son fils avait plus d'importance que de protéger sa propre fierté. Et à la fin, le monde n'avait pas découvert sa valeur, parce qu'il avait enfin montré ses médailles. Le monde avait découvert sa valeur au moment où un enfant a pardonné à une femme cruelle, au moment où un homme a aidé quelqu'un qui l'avait blessé, au moment où un père s'est agenouillé dans un hangar et a appris à son fils que tout le monde est quelqu'un, et qu'on n'a pas à attendre la preuve. Le salut n'avait pas rendu Daniel Carter digne de respect. Il l'avait toujours été. Il en était digne dans le cockpit, digne sous une voiture, et digne sur le siège 4C, avec de la graisse sur les mains et un ricanement dirigé vers lui. La seule chose qui a jamais changé, c'est qui a finalement eu les yeux pour le voir. Et alors que l'avion le ramenait chez lui à travers un ciel qu'il avait autrefois possédé et abandonné par amour, Daniel Carter a tenu la main de son fils de l'autre côté de l'allée. Et il a enfin compris la chose la plus vraie de toutes, que la valeur d'un homme ne réside jamais dans les médailles qu'il gagne, ni dans les machines qu'il maîtrise, ni dans la vitesse à laquelle il vole. La valeur d'un homme réside dans ce qu'il est prêt à abandonner, et pour qui il l'abandonne. Daniel avait abandonné le ciel, et il avait gagné un fils qui porterait la vérité sur lui dans chaque pièce où il entrerait pour le reste de sa vie. C'était ça, la victoire. C'était toute la victoire. Et personne, ni une femme d'affaires en blazer crème, ni un avion plein d'étrangers, ni toute l'Air Force des États-Unis au garde-à-vous, ne pourrait jamais la lui enlever. Parce qu'il n'avait jamais eu besoin d'aucun d'entre eux pour la lui accorder en premier lieu. Il l'avait gagnée lui-même, un jour tranquille, invisible et taché de graisse à la fois, de la seule manière dont la vraie valeur est jamais gagnée. Et ça, c'est une chose que personne ne pourra jamais railler.